Bonsoir et bienvenue dans la 93e, le talk show franco-suisse du football européen. On se retrouve encore avec une très très belle équipe. Vous connaissez beaucoup de monde, vous connaissez les trois piliers maintenant de la 93e et on a un invité comme bien souvent. On va présenter tout le monde. Messieurs, comment allez-vous? Mehdi, Ludo, Kevin, comment ça va? Mehdi, comment ça va? Ciao ragazzi, ça va bien, super bien. Franchement, on a passé encore un bon week-end. Il y a eu des matchs qui étaient très 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 intéressants, surtout en Angleterre et en Allemagne. Donc voilà, c'était France cool. aussi. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. En tous les cas, pas en Italie. Et donc voilà. Donc Au top, ravi de te revoir, Mehdi. Ludo, comment vas-tu après un beau week-end et encore une victoire du Bayern? Ça va. Il y a Dortmund qui arrête pas de mettre la pression, mais le week-end s'est bien terminé. C'est pas à plaindre. Au top. Kevin, votre spécialiste en direct de Croatie, que vous connaissez bien maintenant. Kevin, comment vas-tu? Dobra večer. Bonsoir. Ça fait plaisir de te voir Moi, encore. ça va. Ouais, plaisir partagé. Hein. Je peux suivre la Ligue 1 depuis la Croatie. Je suis bien content. Grâce à Prime Video. Je fais pas de placement de produit, mais ça fonctionne. Donc, pour l'instant, j'ai pu suivre du coup le superbe match entre PSG et Reims hier soir. Incroyable. Ça joue pas mal. Score fleuve, mais Reims a fait une bonne première mi-temps et après, bon, on en parlera juste après, sur la page Ligue 1, bien entendu. Et le dernier, notre invité du soir, le grand vainqueur du concours de l'Euro 2020, Joël, avec son très beau maillot, enfin reçu. Joël, comment vas-tu? Salut à toi. Ça va bien, oui, merci. C'est super, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et ça fait surtout plaisir d'avoir reçu ce splendide maillot de l'Euro 2020 de l'Italie, tant convoité. Que je voulais absolument. Alors, en tout cas, ça fait plaisir. Non, c'était cool. C'était assez magique comme ça s'était passé parce que je m'y attendais vraiment pas. Déjà que l'Italie gagne, même si c'est vrai qu'ils étaient sur une superbe lancée à l'époque, quoi. À ce moment-là, au moment du concours. Et puis voilà, oui, j'avais même mis, toi tu l'avais dit aussi Chris, que j'avais bien précisé que je voulais ce maillot-là. Exactement, c'était bien marqué dans les commentaires. Ouais. 12 et tout, direct. Absolument, ouais. Comme quoi, c'était un signe. Hein. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais. Il savait exactement qu'il allait gagner. Ouais. On a galéré à l'avoir, mais on l'a eu. Mais ça fait plaisir que tu sois là parce que tu es souvent dans les commentaires, donc c'est cool de te recevoir en vidéo et en live pour une fois. Et comme vous le voyez, la 93e ne mange jamais parce que on offre des maillots, on offre aussi des écharpes, n'est-ce pas Kevin? Exactement, tu sais quoi, je vais même aller les récupérer de ce pas. Va les récupérer. Kevin et Lenny aussi ont reçu les écharpes du grand quiz qu'il y aura bientôt. On ne sait pas quand exactement, mais regardez. Les fêtes ont été incroyables parce que ça ne sera pas moi qui ferai les... Ah mais non, c'est vert sur vert. Quiz foot, vous le voyez, les questions sont là, sont déjà prêtes. Donc le quiz numéro 2 arrivera très très bientôt, restez connectés. Il y a pas mal de monde dans les commentaires, donc on salue tout le monde. Merci à tous de nous suivre semaine après semaine et sur tous les replays sur YouTube, sur podcast, sur Twitch, partout. Merci vraiment. Quelle belle écharpe, Kevin. Ah oui, magnifique. Belle écharpe. Ah. On t'entend pas. On t'entend pas. Attends, c'est pour cette écharpe-là que j'ai gagné le quiz. Ah oui. Ah bah oui. C'est ça. Paris Saint-Germain. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, il y a une écharpe de l'OM. Donc c'est donnant-donnant. En tout cas, les deux écharpes étaient là. Il y a Kevin dans les commentaires qui vient rarement, mais qui nous suit aussi. Ça fait plaisir. Merci à tous de nous suivre. Ça nous fait énormément plaisir. Mehdi, je me tourne vers toi. On a un nouvel invité. Ouais. On a quelques questions, bien sûr, j'imagine, pour Joël. Absolument, tout à fait. Joël, merci beaucoup d'être là. Franchement, c'est toujours très cool de t'avoir dans les commentaires, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça nous fait vraiment très plaisir que tu sois là. Alors déjà, je voulais un petit peu savoir, je crois que ces derniers temps, tu as lancé quelque chose toi aussi sur Twitch, il me semble. Hein, non ?
Oui, bah, alors, je me suis fait installer la fibre il y a une semaine. Ah, Donc voilà, je peux enfin streamer en plus de 260 pixels. Sans qu'il y ait des. Enfin, déjà, c'est possible, parce qu'avant, c'était impossible de streamer quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'avoir cette possibilité-là. Et puis, ouais, c'est ma chaîne, elle s'appelle Okuto Nojo. C'est avec un H, H-U-K, voilà. Ah oui. ouais. Ouais, dans le chat. Je suis en sûr. mute depuis tout à l'heure, Et- désolé, je disais de mettre un Okuto commentaire. Nojo, bon, parce que je suis un gros fan de Ken le Survivant, c'est Okuto no Ken en japonais, voilà. Pas mal. Ok. Et donc, tu streams. Alors, moi, j'ai regardé 2-3 streams de tes jeux. Hein, donc, tu streams sur plusieurs jeux. Et effectivement, là, en ce moment, tu es assez à fond. T'as Mario Kart, World of Tanks, Assassin's Creed. Qu'est-ce Oui. qu'il y a d'autre comme jeu encore? Alors, non, c'est les seuls jeux auxquels je joue en ce moment. Il y a Skyrim. Alors, j'ai eu un drame sur Skyrim. Ah, Parce que j'étais niveau 38. C'est la deuxième fois que je faisais la partie. Et du coup, impossible. Ça a planté sur Steam. Impossible de faire de sauvegarde. ok. J'ai pas perdu toutes mes sauvegardes. Faut encore que je les remette, etc. Mais c'était assez dur parce que j'en suis à 160 heures de jeu quand même. Hein. Je te coupe et je vous coupe, je suis désolé, il y a Julo dans les commentaires qui dit maté obligatoire pour Joël. Eh oui, absolument. Ah, Où ouais, est ton non, là, maté, alors là- Joël? Tu l'as pas préparé. Ah, Non, si, là, il est je suis au jus, Ah, non. je suis au jus de fruits, là. Désolé. Ah, la déception. La ok. déception pour un Argentin, C'est peut-être- c'est décevant. Peut-être Ah, mais c'est- un jus de fruits argentin, on va savoir. On verra. Alors, bah, quand je parierai pour la Coupe du Monde, où ce sera l'Argentine qui gagnera, à ce moment-là, pourquoi pas, quoi. Tu viendras avec son On On petit peut toujours maté. rêver. Bon alors, la deuxième Ouais. question après cette question sur ta chaîne, et j'encourage tout le monde à te suivre, hein, parce que c'est très sympa de t'écouter jouer, donc voilà, et de te voir jouer. C'est sympa. La deuxième question, c'est quel est ton club de cœur? Parce qu'en fait, voilà, tu sais que nous on parle souvent football ensemble, etc. Et c'est vrai qu'on dirait que tu as plusieurs clubs de cœur. Mais si tu dois en choisir un, c'est qui? Ouais, c'est pas facile parce que je suis un gros footix. Bon, c'est vrai que C'est bien de j'adore le la dire. Serie A. J'adore la Serie A, mais vraiment beaucoup. Je regarde vraiment tous les matchs comme si c'était Ça, c'est vrai. l'Euro. Enfin, là, j'étais sur Cagliari, Fiorentina, ou je sais plus quoi hier, mais enfin, du coup, ouais, c'est vrai que je regarde, ça m'intéresse énormément. Je lis la Gazette dello Sport quasiment tous les jours. Je suis abonné et tout, et j'aime beaucoup Liverpool en Angleterre. Donc Et l'Atalanta en Italie, Liverpool en Angleterre. Oui, mais c'est vrai que je suis vraiment beaucoup plus concerné Atalanta. par l'Atalanta. Bon, après, j'ai une histoire personnelle par rapport à ce club, c'est que ma grand-mère paternelle est originaire de la région de Bergame. En fait, c'est entre Bergame et Milan. C'est un village qui s'appelle Tretozulada. C'est un village qui est très très beau, très bucolique. Je vous invite à aller visiter si vous avez l'occasion. Et c'est à mi-chemin c'est vraiment pile poil entre Milan et Ok. Bergame. Donc, c'est assez pratique. Bon alors, pour le cœur, on va dire l'Atalanta, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok, très bien. Et puis en plus, avec un maillot de l'Italie comme ça sur le dos, Oui, quand ça même. le fait quand même. Ok. Oui. Et alors, Joël, la dernière question, qu'est-ce que tu penses, si tu dois retenir une seule chose du football, donc une émotion, un moment, quelque chose que tu as vécu depuis que tu suis le football, ce serait quoi? Quel a été pour toi le plus grand moment de football? Est-ce que ce serait pas le 4-3 C'était, France-Argentine? Je crois pas. Non, Je suis pas sûr. non, ça, je le classerais au même niveau que la défaite contre la Hollande en 98. Sur le but de Bergkamp où j'ai fait un AVC à ce moment-là. Non, je me souviens, Ouais, mais il j'étais était dans beau mon le lit, but j'ai de pleuré. Bergkamp. Ça. Ouais, c'était magnifique en plus. Ouais. Mais alors, le plus grand moment de football, pour moi, bon, après, c'est. Non, un bon souvenir, même si c'était pas forcément un beau souvenir, c'était la finale 90, Ok. Argentine-Allemagne, où j'ai pu voir. Voilà, j'ai pu voir. Je me souviens encore avoir vu le match avec ma Ah, moi famille aussi, à la ouais. maison.
Et puis bon, le match était pourri, hein, tout le il était monde est d'accord pour se le dire. C'était horrible ce match. Mais après, on est quand même sorti klaxonner, faire la fête en famille, les gens sur les toits. Il n'y avait pas autant de règlements comme maintenant pour le trafic et c'était n'importe quoi. T'étais en Argentine à ce moment-là? Non, à Lausanne. Ah, t'étais à Lausanne. Okay. Oui, à Lausanne. Mais en tous les cas, ouais, la finale 90, je pense que c'est aussi pour moi un de mes premiers grands souvenirs de foot à peu près. Je pense. Oui, ouais, puis non, après, au-delà de. C'est vrai qu'on était déçus d'avoir perdu, mais on était. Voilà, c'est un bon souvenir parce qu'il y avait des gens de ma famille qui étaient en visite en Suisse à ce moment-là, des Argentins qui étaient en visite en Suisse. On a passé un bon moment tous ensemble, c'était génial, quoi, voilà. Dans les commentaires, il y a IRN qui me dit est-ce que Chris était né en 90 ? Je n'étais pas né. Je n'étais pas né. Ludo n'était pas né non plus. Bon, Ludo non plus. Donc, Kevin, est-ce que tu étais né en 90 ? Au moment de la Coupe du Monde, oui, j'étais né, mais j'avais quelques mois. Voilà. Donc, non, je ne me je ne me souviens pas. Non, mais on est deux, Joël. Tout va bien. Les vieux de la vie. Ok. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Joël, merci bien. Et encore une fois, j'encourage tout le monde à te suivre sur Twitch pour te regarder streamer. Donc voilà, merci bien. Et puis tu vas nous accompagner pour commenter le football européen. N'hésite pas. À toi, Chris. 1h30 de football, bien entendu, vous le savez, tous les lundis. Tu dis de s'abonner, bien entendu, à Joël qui est ici présent. N'hésitez pas aussi à vous abonner à IRN qui est juste dans les commentaires. Vous cliquez sur son pseudo, vous faites un petit follow. C'est la personne qu'on raid généralement. Donc ça vous envoie directement sur sa page, sur son stream, tous les lundis soirs quand il est en live. Donc n'hésitez pas aussi. Messieurs, commençons. Beaucoup de choses côté football autour de l'Europe. Il y a la CAN aussi actuellement. On va parler un peu de la CAN certainement dans les prochains épisodes. Les Comores jouent ce soir d'ailleurs. Si les Comores gagnent, je pense que Marseille explose. L'Algérie s'est faite éliminer, donc Marseille n'a pas explosé. Mais pas mal de matchs intéressants. Mais on y reviendra bien entendu dans les prochains jours. Messieurs, je vous propose qu'on parte en Allemagne. J'ai envie de commencer avec Ludo, donner la parole. C'est rare qu'on commence par la Bundesliga. Absolument. Mais j'ai envie de commencer par toi, Ludo. Alors, week-end allemand comme on les connaît, avec pas mal de buts. Très peu de matchs nuls, si ce n'est aucun, contrairement à ce qui s'est passé en Italie ce week-end. Un gros Dortmund. Tu regardes. Hein? Tu regardes. Ouais. Alors, je vais parler rapidement de Dortmund parce que c'était compliqué contre le TSG Hoffenheim, mais surtout le fait qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont perdu Haaland ce week-end, qui est sorti sur blessure musculaire, problème à l'aine visiblement. Et ce qui inquiète Dortmund, c'est que visiblement il va devoir avoir un traitement pour ensuite réavoir des examens médicaux. Donc, on ne sait pas encore pour combien de temps on en a. C'est la deuxième fois ou troisième fois de la saison, si on compte le tout début, que Haaland il va pas pouvoir jouer pour Dortmund. Est-ce que c'est ça qui va coûter, alors pas le titre parce qu'ils l'ont pas gagné depuis 10 ans, mais qui va coûter le fait de pouvoir titiller le Bayern sur la fin de la saison, je sais pas. En tout cas, c'est compliqué pour Dortmund. C'était assez rare, je te coupe Ludo, mais c'était assez rare que Haaland se... Joël fait le clou. C'était assez rare que Haaland se blesse, c'est de plus en plus fréquent. Problème de quoi? Il a la tête ailleurs, tu penses? Alors déjà, ça, je pense que c'est certain. Déjà, il a plus la tête à Dortmund. Est-ce que c'est un problème d'hygiène de vie? Je pense pas. Je pense que Haaland, il est bien entouré. Il a un papa qui sait bien s'occuper de lui. Je pense qu'il sait le préparer. Est-ce que c'est les préparateurs physiques de Dortmund où il y a un problème? Je sais pas. On l'a vu avec Sancho. J'ai l'impression que tout leur talent, il claque. On voyait Sancho qui était aussi souvent blessé. Haaland qui l'est aussi maintenant souvent. On a eu Reus qui a poncé l'infirmerie pendant des mois. Peut-être qu'il y a un vrai problème de soutien médical à Dortmund ou de... Je pense qu'ils ont fait un partenariat avec l'AC Milan au niveau de l'infirmerie. C'est-à-dire qu'on a une petite moyenne de 10 blessés en permanence entre Dortmund et le BVB Lab. Voilà, c'est le BVB Lab. Non, mais très honnêtement, effectivement, tu sais que quand je l'ai vu se blesser là, ce week-end, je me suis dit, mais là, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Et ça peut même être un petit peu pénalisant pour son transfert.
Je sais pas. Le truc, c'est que effectivement, il est très très puissant et que est-ce que ses tendons résistent à cette puissance parce qu'à chaque fois, c'est des petites blessures, tu vois, tendineuses plus que réellement musculaires. Donc, c'est pas sa première blessure. Hein. À chaque fois qu'il est revenu en force. Hein. Oui, c'est vrai. Je sais pas combien de blessures il en a. Et il est toujours à des stats affolantes quand même. Hein. Il a plus de buts que de matchs, quoi. J'espère que c'est pas récurrent comme on a pu le voir avec Coman ou Tolisso. Ouais. Parce que là, il en est à 16 buts en 14 matchs, je crois. Ou un truc dans le genre. Quelque chose comme ça, juste derrière Robert. Mais donc, 14 matchs, ça fait pas beaucoup, en fait, depuis le début de saison. Hein. Enfin, c'est pas énorme. Ça fait pas beaucoup. Alors, typiquement, si tu fais la comparaison avec Lewandowski, parce qu'ils sont dans le même championnat, c'est un mec qui se blesse jamais et qui a le double de son âge. Enfin, j'exagère, mais enfin, vous avez vu. Il lui met 10 piges. Bien sûr. Et du coup, je pense qu'il y a un réel problème derrière. Alors, on connaît la rigueur. Après, Lewandowski. Mais... Ouais, Lewandowski, il joue vraiment en neuf, hein. Comparé à Haaland, il va plus participer dans le jeu. Hein. Comparé il à fait un peu plus de course en il est quand même profondeur, vraiment bien dans l'axe, quoi. Il reste bien à son poste et il fait beaucoup moins d'efforts au niveau de la course. Hein. Alors peut-être parce que il en a moins besoin du coup avec les années qu'il a. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. En parlant de transfert, il y a Bayern qui ont officiellement dit qu'ils rouvriraient le dossier Haaland pour essayer de le récupérer. Je reste persuadé que Haaland, c'est pas du tout la Bundesliga qui veut jouer. Peut-être que je vais être surpris parce qu'avec la blessure, si ça relance ce marché des transferts, alors ça va être vrai, je pense pas que c'est pour un problème d'ischio-jambier que les gens ils vont se retirer du dossier. S'il y a un rôle à jouer pour le Bayern, je pense que c'est maintenant. Après, on sait. Pour l'instant, ils ouvrent le dossier parce que c'est que 70 millions. Je pense pas qu'ils feront des folies à hauteur de 100 millions. On connaît un peu l'animal. L'Atalanta veut bien proposer 40 millions, hein, si personne n'en veut. Pas de problème. Kevin, on l'échange contre Zapata. Kevin. Ouais, non, je disais qu'Haaland était un peu agacé ces derniers jours, en fait, justement, du fait que Dortmund lui mette la pression pour se décider. En fait, ils insistent à tout prix pour que d'ici la fin du mois de janvier, il se prononce sur son avenir, à savoir s'il partirait ou non du BVB pendant l'été, ou éventuellement qu'il prolonge pour pouvoir justement le vendre à un prix plus élevé. Et l'autre problématique qui se retrouve au niveau d'Haaland, c'est que d'un point de vue personnel, son agent, Mino Raiola, a des problèmes de santé. Il lui trouve ça un peu malsain, entre guillemets, qu'on lui mette la pression, alors que son mentor, entre guillemets, au niveau gestion de carrière, est hospitalisé et que quelque part, humainement parlant, il aimerait juste se focaliser que sur son football. Et quand Mino sera éventuellement apte, reparler un peu de l'extra-sportif et des transferts. Mais peut-être qu'effectivement, le fait d'être... Oui, Mino. Mino qui est dans le mal apparemment en ce moment. Il paraît qu'il avait été hospitalisé. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ça. Ah ouais, j'ai pas entendu, désolé. C'est sur Cameroun, les Comores, pardon. Non, t'inquiète. Si t'es en multitasking, il faut nous prévenir. Hein, parce que là. Il y a eu un rouge pour les Comores à la 8e minute. Hein, ça commence bien. C'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que les klaxons se sont arrêtés chez toi, Chris. Tenez-nous au courant, justement, Joël et Kevin, si vous avez un œil sur le match pour le score en direct, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et c'est marrant que. C'est marrant qu'on demande, enfin en tous les cas que Haaland demande un petit peu de décence vis-à-vis de Mino Raiola, parce que quand même Mino Raiola est, je pense, la personne dans le football qui a le moins de décence possible. Donc, oui, mais je pense que quand tu l'as avec toi dans ton clan, c'est différent. Ah ouais, d'accord, ça je suis d'accord. Mais ça change pas que c'est clair que moi je suis à la place d'un club à l'heure actuelle. J'ai un joueur de Mino Raiola qui est dans mon effectif. C'est maintenant que je lui mets une pression de dingue. Et c'est normal, en fait, parce que Mino Raiola est une crevure. Donc, c'est logique que dès que je peux en profiter, je le fais. Moi, personnellement, je le fais, c'est sûr. À Raiola... Mais je pense pas que Dortmund arriveront à garder, prolonger Haaland. Excepté grosses blessures. Et auquel cas, cet été, peut-être, il restera. Mais à part ça, sinon, il n'y a aucune raison qu'il reste. Partir en Angleterre, normalement, comme tout va bien. Et puis voilà, quoi. Le Barça, il se raconte des histoires, mais c'est juste pour une question électorale. Mais c'est pas... Ok, Ludo, on enchaîne sur la Bundes. Oui, donc après ces victoires de Dortmund, encore une fois, ils s'étaient revenus à 3 points du coup avec cette victoire avant le match du Bayern. Le Bayern ont dû s'imposer.
Un match, ça a déroulé on se déplaçait à Berlin, au stade olympique, ça a déroulé. Alors, on en parlait et je suis content parce que j'aime beaucoup le joueur, mais Tolisso revient. Encore et encore. Ouais. Encore et encore. Et quand il se blesse pas, il est vraiment, vraiment solide. Il parle de prolongation de contrat, mais ils ont quand même peur qu'il y ait des blessures qui reviennent, encore une fois. Il va falloir qu'il prouve encore. Et en plus, l'avantage, c'est que là, il peut prouver parce qu'il n'y a toujours pas Goretzka. Ouais. Mais une fois qu'il y aura le retour de Goretzka, je ne sais pas s'il va pouvoir continuer à jouer. Donc le Bayern qui s'impose 4-1, on prend un but de gag, mauvaise passe en retrait dans les pieds de l'attaquant. Et ça fait... Alors Neuer qui fait un premier arrêt, mais bon, ça n'a pas suffi. Sinon, tout le monde a marqué. Müller, Sané, Gnabry qui marquent. Lewy qui ne marque pas, on a pu voir sa décomposition sur son visage, parce que quand Lewy ne marque pas, on voit vraiment qu'il ne se contente pas de faire un bon match. Il veut vraiment qu'il marque. Ouais, mais moi, j'ai regardé le résumé, je vois 4-1, je me dis, bon, bah, il va marquer, tu vois, et puis, en fait, je le vois pas marquer. Généralement, quand il y a 4 buts, il en marque normalement 2. Donc mais voilà. Ouais, et du coup il touche plus beaucoup de ballons. En plus, quand il y a Gnabry qui rentre, alors Gnabry et Coman, c'est les mêmes profils, donc c'est profondeur centre. Et c'est pas des Müller qui cherchent forcément la tête de Lewandowski, ils cherchent le joueur démarqué. Et du coup, il a beaucoup moins d'occasions de marquer, et ça s'est vu contre le Hertha. Sinon, Leipzig qui gagne. Après, moi, c'est ce que je regardais quand je regardais les résultats, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une... Alors, je sais pas ce que vous en dites, mais il y a une telle passation. J'ai l'impression que les petites équipes sont en train de monter en puissance dans le championnat allemand, et que les gros clubs des années 2000 ou d'avant, comme Stuttgart, Wolfsburg, Gladbach, tout ça. Ouais, Wolfsburg qui est 15e quand même. Stuttgart qui est avant-dernier. Ouais, Stuttgart avant-dernier. Et il y a qui? Il y a le Hertha qui est dans les derniers avec Gladbach. Et il y a une vraie passation de pouvoir parce que entre Freiburg, l'Union Berlin, le TSG Hoffenheim ou même Cologne, jamais on aurait pu dire que. Le Hertha 13e. Ouais. Hertha bon, alors, les deux premiers. Par contre, l'Union Berlin. Ça tient, ça fait 2 ans. 4e au classement, c'est assez incroyable. Ouais, puis peut-être qu'ils vont pouvoir aller chercher la 3e place parce qu'ils ont un ou 2 points de retard. Un point derrière, ouais. Ça se tient en 2 points entre le 3e Leverkusen et Fribourg qui est 5e. Ouais, Fribourg qui m'impressionne. Ils ont beaucoup de bons matchs en ce moment. Fribourg, chaque fois que je tombe sur un match avec eux, je suis assez bluffé, quoi. Leur prestation. Donc ouais, je sais pas si ça va durer comme ça, mais c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans. On a eu la chute de Schalke. L'année passée, et on voit qu'il y a les grosses écuries. Alors, est-ce que c'est une mauvaise gestion? Je sais pas, mais on voit les grosses écuries de 2000 qui tombent toutes, une par une, et l'effervescence des plus petits clubs. Comme l'Union qui a fait le chemin d'inverse. Il y a 2 clubs sur lesquels qui me surprennent. Bon, déjà, le Hertha Berlin, ils en sont à 400 millions d'euros d'investissement depuis le rachat. Et très honnêtement, prend pas. C'est vraiment catastrophique. Là, cette année, ça va être même. Je pense que ça va être même compliqué de se maintenir. Enfin, ils vont jouer certainement la relégation jusqu'au bout, tu vois. Et il y a ça. Et puis il y a Mönchengladbach qui avait fait 2 saisons qui étaient de très très bonnes factures, les 2 précédentes. Et là, cette année, en fait, ils ont perdu donc leur entraîneur, parce qu'il y a eu la valse des entraîneurs en Allemagne, et tout s'est effondré parce que en termes de joueurs, ils ont quasi rien perdu. Ils ont même rien perdu du tout, en fait. Ouais, et puis c'est pas fini. Et puis il y a des gros contrats comme Denis Zakaria qui se termine, qui va partir probablement gratuitement. Alors il y a le Thuram qui est excellent là-bas. Et il y a là avec la perte de joueurs comme Zakaria, ça va pas aider l'effectif à aller chercher des places. Je pense que Gladbach, ça va être le prochain tête d'affiche avec le Hertha, je pense, à tomber. Parce que moi, franchement, il m'avait vraiment enchanté les années précédentes. Enfin, en tous les cas, l'année dernière en Ligue des Champions et puis l'année d'avant en championnat. Il m'avait vraiment enchanté. Et là, c'est vrai que ça part complètement en cacahuète. Donc bon, bref. À voir. Dossier à suivre. Et sinon, si je dois faire un point de transfert, le Bayern est sur les dossiers De Jong du Barça. Mais lequel, l'attaquant? Non. Francky. Francky. Carrément. Vous avez démenti pour ce mercato-là. Oui, alors justement, ils l'achèteront pas cet hiver. Si un transfert, ce sera cet été. Mais ils ont dit qu'ils ne feront pas énormément d'offres au Barça. Je pense qu'ils profitent de la non-puissance économique du Barça. Ils vont leur faire une offre. Et puis, si là, ça monte pas. C'est ça, puis on parle de lui aussi. Bonne idée ou pas, j'ai aucune idée.
City, je pense que De Jong, ce serait vraiment... ce serait son club, en fait. Enfin, je veux dire, ce serait le club exactement qu'il lui faudrait. Plus exactement, Guardiola serait le coach qu'il lui faudrait. C'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, deux petits points sur le Bayern. Bon, déjà, vous avez en plus gagné 4-1, mais il y a eu 2 buts qui ont été refusés. 2 magnifiques buts qui ont été refusés. Un pour un hors-jeu de... Ouais, si, il y a main. Bah, si, parce que c'est une action offensive, ça touche la main. Donc, et la frappe est magnifique. Et il y a un point mode un petit peu. Est-ce que Gnabry, si j'ai bien vu, alors c'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout un jugement, mais je suis pas sûr d'avoir bien vu. Est-ce qu'il n'avait pas du vernis à ongles hier ? Il me semble. Pendant le match. Et je rigole pas. Ouais, il me semble que si. Tu regardes la Bundesliga pour regarder ça. Très bien, c'est juste que j'ai été surpris parce que c'est peu fréquent. Noir, il me semble. Il y avait une soirée style la un veille, peu gothique, tu vois. Style un peu gothique. Alors peut-être, il fêtait Halloween en retard, je sais pas. Mais donc, effectivement, j'ai vu ça. Non, mais je le remarquais, pas encore une fois pour juger ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est juste que c'est très très rare ce genre de truc sur un terrain de football, tu vois. Honnêtement, c'est pas fréquent. Ouais, mais c'est cool. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est juste, j'ai été effectivement surpris parce que je me suis dit, ah oui. C'est très rare. Généralement, tu as quand même plus la coupe de Ronaldo et des tatouages. Tu vois voilà. Je suis en train de regarder. Ça évolue. Je suis en train de regarder les images. Je ne vois pas de vernis pour Gnabry. Peut-être que je me trompe. Donc, alors peut-être que j'ai. T'as pas mélangé avec un film. Non, mais Gnabry, je suis très content. Il est revenu le week-end passé. Il a marqué déjà 2 buts en 2 week-ends. Il a fait un bon match. Il a 10 buts. Il retrouve ses jambes, ça me va très bien. Sané qui monte aussi en puissance. Coman qui est dopé par la signature de son contrat. Donc je me réjouis à la reprise avec des champions, voir ce que ça va donner. C'est vrai, reprise dans 3 semaines. 14 janvier, 3 semaines à peu près pour... Ouais, t'as raison, 3 semaines. Pour la Ligue des Champions, ça nous manque énormément. Ça va vite, quoique, attends, 8 et 9. Le 8 et le 9. Il y a la CAN. Ouais, c'est même pas 3 semaines, ouais. Mais en tout cas, oui, ça commence le 8 et le 9 ? Ça commence pas le 14. Ouais. Premier match aller, le 8 et le 9. J'ai vu la pub hier sur Bein. Où c'est quoi les premiers matchs ? C'est Salzbourg contre, je me souviens plus qui. Le Bayern. Aussi. Alors non, nous on joue le 16. Ah non, alors c'est Salzbourg et il a déjà signé, match, je sais plus. Mais oui, j'ai vu les pubs hier des matchs. Je me suis dit à Saint-Valentin. Ah, peut-être ça commence le 15 février. Merci Mehdi pour les infos. T'as raison. Après, c'est en mars parce que je sais que le Bayern joue à mon anniversaire, le 8 mars, le match retour. Alors, c'est peut-être ça que tu dis. 15 février, retour le match. Et je suis très précis. Le premier match, ce sera PSG Real. Oui. Nickel. Donc, c'est beau. Exactement. Très intéressant. Merci Ludo pour cette page. C'est tout pour l'Outre-Rhin. Au revoir, merci. Bundesliga. On va enchaîner avec la Ligue 1. La Ligue des Talents, le meilleur championnat d'Europe, du monde, de l'univers. De France, le meilleur championnat de France. Et oui. Meilleur championnat de France. Avec des belles affiches. Kevin t'en parlait. Parlons un peu du Paris Saint-Germain avec des buteurs peu commodes. Doublé de Marco Verratti, but de Sergio Ramos, premier but de Ramos en France et en Ligue 1. Et Danilo Pereira aussi pour la victoire de 4 buts pour le PSG. Exactement, on a eu un super match hier soir, du coup, une première mi-temps assez intéressante puisque les Rémois ont décidé de jouer assez haut et de proposer du jeu justement face au Paris Saint-Germain. Donc ils ont été assez audacieux, notamment avec le jeune Ekitike qui a eu quand même une balle de 1-0 qu'il a loupé finalement, qu'il a envoyé un peu au-dessus. Et juste avant la mi-temps, Marco Verratti marque du pied gauche un petit poteau rentrant et c'était, je pense, peut-être le coup de massue pour les Rémois parce qu'ensuite en seconde mi-temps, les Parisiens ont déroulé. 3 buts marqués du côté parisien avec du coup un deuxième de Verratti, un but de Danilo Pereira et Sergio Ramos du coup aussi sur corner. Donc Paris a été sérieux, Paris a proposé pas mal de choses. On a trouvé ça intéressant, on s'attendait peut-être à voir la défense à 3 avec Sergio Ramos et Marquinhos, mais apparemment c'est pas dans les plans de l'entraîneur. Donc il reste toujours sur sa défense à 4 avec 3 milieux de terrain et 3 offensifs ensuite derrière. Je trouvais que dans le jeu, c'était intéressant. J'étais un peu déçu par Messi parce qu'on a l'impression que le gars est plus statique que l'arbitre
central. Donc, donc effectivement, je confirme, l'arbitre court beaucoup. Hein. Franchement. Ouais. Non, mais après, c'est vrai que la problématique qu'on peut éventuellement soulever, c'est peut-être l'organisation des défenses en Ligue 1. C'est pas pour les stigmatiser, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Messi a encore un peu de mal à s'habituer à ça. Parce que pour pouvoir se démarquer en France, il faut beaucoup courir. Mais si tu cours pas, si tu crées pas de mouvement. Non, il était remplacé. Oui, il a joué une demi-heure, mais voilà, on a l'impression que certains joueurs en fait créent plus de décalage que lui, et c'est ça qui est un peu dommage, parce que quand tu le regardes, il fait vraiment que de se faire oublier. Tu le vois marcher, il va rester dans les lignes de touche. Entre les attaquants et les milieux de terrain, Vas-y, Joël. Il n'y a pas longtemps, pour le cas Messi, je pense qu'il est vraiment focalisé sur le projet national. J'ai l'impression qu'il a que ça en tête, parce qu'il y a un gros décalage entre le voir jouer dans l'équipe nationale, les peu de fois où il joue dans l'équipe nationale, et en club, surtout à PSG. J'ai entendu dans une émission hier, il me semble dans un podcast, qu'il y avait un article d'ailleurs sur ça. Il a fait une interview pour je ne sais plus quel papier où il disait qu'il avait du mal à s'acclimater à Paris et au climat parisien, en gros. Et c'est pour ça que. Psychologiquement, il s'attendait à rester à Barcelone. En fait, lui, dans sa tête, il est toujours resté sur la frustration de ne pas avoir pu rester à Barcelone, donc, concrètement. Il le dit clairement. Il a du mal à rentrer dedans, quoi, d'après cette interview. C'est dur. C'est dur. Je vous coupe juste 2 secondes. Le Cameroun vient d'ouvrir le score face aux Comores grâce à Karl Toko Ekambi, joueur lyonnais qui n'arrête pas de marquer. Mehdi, je te voyais te prendre la tête entre les mains. Qu'est-ce que tu as à dire? Que le Real Madrid a perdu 2 matchs cette saison. Les 2 contre des équipes qui jouent en 3-5-2, et que Pochettino a 3 très bons défenseurs centraux, 2 très bons pistons, 2 très bons milieux et beaucoup d'attaquants, et que en fait il continue à essayer de jouer en 4-3-3, et c'est triste parce que en fait il est obligé de jouer en 4-3-3 parce qu'il doit aligner les 3 en fait. C'est ça qui est le plus triste. Alors, en fait. Là, Moi, c'est ça qui me rend triste. Tu dis ça, et je vais pas faire du tout l'avocat du diable, mais hier, il n'a pas du tout aligné les 3. Donc, non, pourquoi parce quand hier, il y a des gens qui sont hors. Le truc, c'est que au Paris Saint-Germain, je pense qu'on t'autorise à ne pas aligner les 3 quand tu joues contre Reims. En revanche, quand tu joues contre le Real, tu verras que tu n'es pas autorisé à le faire. C'est sûr et certain. C'est sûr. Vous êtes 100% convaincu qu'il va jouer comme ça contre le Real? Si Neymar il a réussi à marcher jusqu'à sa salle de bain sans tomber, il sera sur le terrain. C'est sûr. C'est sûr et certain. Là, tu peux y aller. Hein. Kevin, est-ce Il n'y a pas d'anniversaire non plus. Kevin, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'il y a une obligation pour Pochettino? Non, je pense pas. Après, l'impression en tout cas que le match d'hier m'a donné, notamment en faisant rentrer dans la rotation des joueurs comme Danilo Pereira, Draxler, c'est qu'il prépare effectivement le Real Madrid, et il essaye justement d'accorder du temps de jeu à ses joueurs de banc. Un joueur comme Icardi, je crois qu'il a joué quasiment 80-90 minutes. C'est aussi pour les remettre dans le bain et pour éventuellement essayer de voir qui pourrait apporter en sortie de banc. Après, Neymar n'a pas encore repris l'entraînement collectif, donc on verra dans les 10 prochains jours. S'il reprend l'entraînement, il aura peut-être une chance d'être aligné. Messi sera certainement là s'il n'y a pas de blessure. Mbappé, pareil, il avait été incertain et puis finalement, il a joué une bonne partie du match. Di Maria, je ne pense pas qu'il aura de soucis particuliers. Après, encore une fois, l'animation de jeu du Paris Saint-Germain avec et sans ballon sera différente. Donc, il faudra voir ce que Pochettino va proposer. Il peut très bien avoir un Danilo Pereira en sentinelle et de ce fait, du coup, revenir lorsqu'on a le ballon sur un 3-5-2. Donc à voir. Encore une fois, l'animation, c'est quelque chose qui peut changer. C'est pas juste la composition qui est envoyée à l'UEFA en début de match. Ouais, bien sûr. Il faut voir encore ce que Paris proposera et surtout ce que le Real proposera en face. Donc, je pense que Pochettino va s'adapter, mais ça va se jouer pour moi en match aller. Il faudra faire dans tous les cas un bon match au Parc des Princes. Non, mais le truc. Pardon. Vas-y. C'était pour savoir si c'était au Parc. Après, il se peut que si la ligne Messi en Espagne, en Ligue des Champions, il a plutôt des bons résultats. S'il aligne vraiment le Galactique en Ligue des Champions, moi je suis persuadé qu'ils peuvent le faire contre le Real. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas. Le Real a failli perdre contre Elche hier.
Ça va être très compliqué, on en Ils parlera sont juste revenus à après. 2-2. On en Voilà. parlera juste après, Je mais dis plus rien effectivement, c'est sur le compliqué. Paris Saint-Germain. Tout est possible avec le Paris Saint-Germain. C'est Oui. impossible de prévoir comment va Mm. réagir cette équipe parce qu'ils ont beaucoup trop de talent pour que tu puisses t'avancer. Hein. Ce qu'ils ont fait au Bayern il y a 2 ans, c'était quelque chose qui n'était pas Ouais. normal. Et c'est pourtant arrivé. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils ont fait à Manchester City au match aller, c'est quelque chose qui est absolument anormal et pourtant c'est arrivé. Donc rien n'est impossible avec le Paris Saint-Germain, ça c'est vrai. Le seul truc, c'est que de toute façon maintenant, il est beaucoup trop tard et il aurait pu faire jouer déjà son équipe en 3-5-2 en attendant Sergio Ramos. Parce qu'on sait, enfin, je sais pas, mais je pense sincèrement que Pochettino est un bon technicien. Je sais qu'il voit que Hakimi et Nuno Mendes, c'est pas des latéraux, mais c'est des pistons. Je vois pas comment est-ce qu'il peut ne pas avoir ça. Je sais qu'il serait bien mieux avec 2 milieux de terrain plutôt que 3, parce qu'il n'a pas vraiment 3 qui sont au niveau. Je veux dire des milieux récupérateurs, hein, d'accord, et que donc derrière il pourrait effectivement avoir un numéro 10 et 2 attaquants, et qu'il les a en plus, et pourtant il le fait pas, et tu te dis mais c'est pas possible, c'est juste que effectivement les gars se sentent pas bien dans ce système et ils veulent jouer en 4-3-3 parce que Messi a toujours joué en 4-3 et c'est relou. Vas-y Kevin. Mais Mehdi, tu sais que le profil des défenseurs centraux qu'a le PSG, notamment entre Ramos, Kipembe et Marquinhos, sont des joueurs qui peuvent remonter un peu au milieu de terrain. Ce sont des joueurs qui sont très bons dans la relance, qui sont très bons, qui sont à l'aise au fait justement balle de pied. Et on a vu Marquinhos à un moment donné demander à Danilo ou Paredes de s'écarter sur le côté pour qu'il puisse prendre l'axe. Donc peut-être qu'entre-temps il prépare quelque chose pour pouvoir justement avoir une sorte de système hybride. On n'est pas à l'abri d'avoir Marquinhos au milieu de terrain contre le Real. Ouais, mais c'est naze. Et donc, du coup, le truc, c'est que ce qui est la plus-value du recrutement du Paris Saint-Germain cette année, c'est pas Messi, hein, parce que ça, on l'a bien compris, c'est Hakimi et Nuno Mendes. Si tu mets pas ces 2 joueurs-là qui sont la clé de ton jeu, hein, c'est-à-dire on est en 2022, hein, les latéraux, c'est le truc les plus importants qui existent dans le football. Si ces gens-là, c'est pas eux que tu mets en avant, en fait, tu les mets pas dans la bonne disposition. Enfin, Hakimi, vous avez vu, il y a juste à regarder 2 matchs du Paris Saint-Germain, on a vite compris que c'était pas un défenseur. Enfin, ou alors, il y a un truc que je comprends pas. Tu vois, Nuno Mendes, je suis désolé, c'est pas encore Paolo Maldini. Il me semble pas non plus. Donc, c'est plus des gens que tu dois mettre dans une situation où ils attaquent. On en a, enfin, très honnêtement, hein, moi, Marquinhos, fais ton travail de défenseur. Au milieu de terrain, tu es une chèvre. Donc, redescends, reste au milieu dans ton travail de défenseur. Mais Diallo et je sais pas qui Pembe, ce que tu veux, et Ramos s'il est là, c'est génial. Mais les défenseurs sont des défenseurs au Paris Saint-Germain. Il reste à 3 derrière, c'est très bien. Mais demander à Hakimi et à Nuno Mendes d'être des latéraux dans un 4-3-3, franchement, c'est un truc que je comprends pas. Honnêtement, hein, je ne comprends pas. C'est vraiment bizarre. Mais bon. Bref. Après, tu sais qu'en plaçant un Marquinhos au milieu de terrain, en phase de possession, tu sais très bien qu'en phase défensive, lorsque Paris perd le ballon, à la perte de balle, Marquinhos va automatiquement glisser entre les 2 centraux. Tu vois. C'est possible, mais tu peux très bien plutôt faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que ton milieu récupérateur descende dans les 3, tu vois, au lieu d'avoir, je sais pas, mais tu peux au moins essayer de jouer à 5 au milieu, tu vois, jouer en 4-2-3-1, un truc dans le genre, tu vois ce que je veux dire, et comme ça donne de l'espace à tes latéraux, et comme ça, il y a un des 2 milieux de terrain qui descend. Le problème, c'est qu'avec Paris, c'est toujours l'inverse, c'est un défenseur qui doit monter dans le milieu. Mais non, c'est pas. Si c'était des milieux, ils seraient milieux, mais ils sont pas milieux. Ils sont défenseurs. C'est qu'il y a une raison. Mais du coup, Mehdi, si je te rejoins, je vais citer par exemple Guardiola qui l'an dernier avait mis en place un système avec Cancelo et Walker qui, lorsque l'action se jouait sur le côté opposé, revenait apporter le surnombre dans l'axe. Donc en fait, Guardiola avait volontairement décidé d'apporter le surnombre dans l'axe du terrain avec le latéral opposé plutôt que l'un des centraux, parce que justement le profil de ces centraux était plutôt lent. Ruben Dias, c'est pas quelqu'un qui va monter à harceler le milieu adverse et ensuite se replacer rapidement. Au Paris Saint-Germain, il y a cette qualité-là. Je vais peut-être pas dire Kipembe, qui a peut-être pas la science tactique pour monter, jouer au milieu de terrain et ensuite redescendre facilement sans avoir de saute de concentration. Un Marquinhos peut le faire. Un Ramos peut de temps en temps le faire s'il faut ensuite apporter le gelon. Et je trouve que techniquement et tactiquement, faire monter un Marquinhos sur certaines phases, ça peut être intéressant parce que ça permet du coup aux latéraux de monter et de jouer plus haut.
Alors, honnêtement, je suis pas convaincu. Je suis plutôt d'accord avec Kevin pour le coup. Ouais, mais pas de souci. Mais je suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que déjà, la structure de l'effectif de Manchester City et celle du Paris Saint-Germain, c'est pas du tout la même. Là, tu compares Cancelo, qui est déjà un latéral à la base, qui est ultra technique, qui est vraiment un joueur hors norme, avec Marquinhos, qui est un pur défenseur. Très honnêtement, ça n'a rien à voir. Cancelo, par exemple, il est quand même intelligent tactiquement. Ouais. Mais jouait piston, Cancelo jouait piston quand il jouait avant Manchester City, quand il jouait à la Juventus par exemple, la saison qu'il fait à la Juventus, il est piston en fait. Il n'est pas vraiment, parce qu'il joue en 3-5-2 avec Conte, et il est piston. Il n'est pas vraiment... non, c'est pas avec Conte d'ailleurs, je crois que c'est avec Sarri. Mais il n'est pas vraiment... enfin, il n'est pas défenseur central. Et moi, en fait, ce que je veux te dire, c'est que le but du jeu, c'est que le fait que Marquinhos monte dans l'axe, ça fait quoi? Ça fait plutôt l'inverse. Et c'est ça qui se passait quand c'était le cas. C'est qu'en fait, les deux latéraux et le défenseur central sont obligés de redescendre pour faire une défense à 3, un milieu à 5 et 2 attaquants. C'est ça qui se passe. Moi, ce que je voudrais, et c'est pour ça que je te demande plutôt l'inverse, c'est mettre en avant les deux latéraux. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, il ne faut pas que ce soit un défenseur qui monte dans le milieu, parce qu'auquel cas, les latéraux sont obligés de descendre et pas de monter. Tu ne peux pas monter, parce que ça veut dire que sinon, tu laisses un défenseur central derrière et puis advienne que pourra. Le truc, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'un milieu de terrain descende dans la défense pour faire une défense à 3 et que les deux latéraux puissent n'être plus latéraux, mais pistons. Et apporter vraiment ce dédoublement sur l'aile. C'est exactement le même système, en fait, que ce soit un 4-3-3 sur le papier, avec un central placé sur le milieu. Marquinhos monte dans le milieu. Qu'est-ce qui se passe derrière? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que tu me dis que les deux latéraux montent. Ça veut dire que Marquinhos monte, les deux latéraux montent. Et alors? Et donc, derrière, tu n'as plus que... Tu restes avec deux centraux. Non, tu restes avec deux centraux. En fait, l'idée, ce serait d'avoir Ramos qui permet... avec deux centraux. Si Marquinhos monte et que les deux latéraux montent, eh ben, donc ils sont 4 derrière. On est bien d'accord. Mais non, mais Marquinhos, tu le places au milieu de terrain. Voilà, donc on est 4, on est bien d'accord. Donc tu partirais sur une défense qui Kimpembe, Sergio Ramos. Que Marquinhos était dans la défense centrale et montait au milieu de terrain. Il n'y a pas de raison qu'il monte au milieu de terrain. Mais moi, je te parlais d'un 4-3-3 avec Marquinhos dans la défense. Non. Donc voilà. Moi, je parlais d'un 4-3-3 avec Marquinhos. Donc c'est bien ce que je te dis, c'est un milieu de terrain qui descend dans la défense centrale. C'est bien ça. C'est ça. Peu importe soit Marquinhos ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. En fait, on dit la même chose depuis tout à l'heure. D'accord, ok. C'est ça. C'est juste tout à fait. Je parlais que Marquinhos que le mettait en défense et qui montait en fait. Mais tu prends par exemple un mec comme Danilo Pereira. C'est souvent lui qui est utilisé dans ce rôle hybride. Moi, je suis moins fan de Danilo Pereira. Pourquoi? Parce que quand il court, tu as l'impression qu'il a une charrette. Ouais, mais le gars n'est pas mobile. Il est hyper lent. Bon, après, il nous a bien sauvés contre le Bayern l'année dernière. Il est précieux dans le jeu aérien, mais c'est pas quelqu'un qui va aller harceler, c'est pas quelqu'un qui va être mobile. Dans l'orientation du jeu, s'il n'y a pas Verratti à côté, c'est compliqué. Tu vois, donc pour moi, en fait, Marquinhos, je le trouve aussi pertinent un peu plus haut sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a une statistique qui est sortie il y a la semaine dernière. Sur 21 matchs, Marquinhos a fait que 2 fautes. Et les 2 fautes, il les a faites dans le cas adverse. Intelligent. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui, quelque part, va avoir cette science du placement. Le fait de se dire, voilà, je suis dans une zone dangereuse, je ne vais pas faire de faute. Je vais pousser l'adversaire à commettre une erreur. Et en fait, c'est peut-être dans ce sens-là qu'à l'époque, Leonardo et puis ensuite Tuchel avaient poussé pour mettre Marquinhos un peu plus sur le terrain, c'est que c'est quelqu'un qui reste fiable. Certes, il ne va pas être un milieu de terrain extraordinaire, ce n'est pas quelqu'un qui va faire une carrière de reconversion au milieu de terrain, même David Luiz, ce n'est pas un bon exemple. Je retire ce que j'ai dit. Mais tu vois, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui va commettre beaucoup d'erreurs dans ce poste-là, dans ce registre-là, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir justement alterner entre le milieu de terrain, la défense, tout en gardant cette capacité de leadership, parce qu'au final, je pense que c'est quelqu'un qui, parfois, lorsqu'il faut aller crier sur Neymar, lorsqu'il faut aller crier sur l'un des 3 mecs de devant, il va avoir le courage de monter et de leur dire, les gars, maintenant, revenez, redescendez. Ouais, alors que lorsque tu te retrouves sur la dernière ligne, c'est plus difficile, en fait, tu vois, d'aller... un mec comme Verratti, il n'a peut-être pas le caractère d'aller dire aux gars, les gars, redescendez, on fait bloc bas. On serre les coudes pendant 5-10 minutes et ensuite on repart à l'attaque. J'aime bien ton positive intent sur il a peut-être pas les couilles.
Mais le truc, en Allez, fait, après, on va je avancer, suis les pas gars. d'accord. Moi, je pense sincèrement qu'il faut mettre les As à leur place. Et surtout, on a vu déjà, le Paris Saint-Germain est coutumier du fait, hein, d'inventer un système 3 jours avant de jouer le match le plus important de la saison. Ils l'ont déjà fait, hein. On se souvient du célébrissime 3-5-2 de Laurent Blanc contre Manchester City, par exemple. Le truc, en fait, c'est que quand tu as quelqu'un qui est très très fort à sa place, ne pas le mettre à sa place, c'est un crime. Il faut pas faire ça, en fait. Il faut pas faire ça parce que tu vas avoir 2 chèvres en défense, hein, parce que bon, Kipembe, quand même, faut quand même regarder un petit peu sa saison, la qualité de sa saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que Kipembe fait une bonne saison? Chris, s'il te plaît. Je voudrais ton avis. Non, après, tu Non, demandes pas au plus mais objectif, peut-être en mais équipe de France. Ah bah non, il joue pas. non, bah, Ou je sais pas. cette année, et c'est ce que Cette disait année, Kevin il est nul. la semaine dernière. Tu vois pas d'évolution. Il a fait un très Ouais. gros début de carrière et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Maintenant, la progression, je pense que ça stagne un peu et c'est très compliqué. Alors, donc, Kipembe n'est pas au niveau. Va jouer contre le Real. On est bien d'accord, il y a des gens ici dans cette salle virtuelle qui pensaient que le numéro 9 de l'équipe d'en face devait gagner le Ballon d'Or. On est Tout d'accord. à fait. Donc, Le tu vas numéro mettre 9 de Kipembe. l'équipe d'en face est Voilà. blessé et ne jouera, et en tout cas, est incertain pour Ouais, le match aller. incertain, mais attention, hein, c'est dans 4 semaines ou 3 semaines, comme tu disais, donc Ouais, tout à c'est fait. possible qu'il revienne. Donc, en l'occurrence, tu vas mettre Vinicius. Kipembe et à côté, et ouais, Vinicius, ou l'un ou l'autre, de toute façon, Ouais, les deux. ouais. Donc, tu vas mettre Kipembe et à côté, tu vas mettre un gars qui a fait 2 matchs depuis le début de saison. Alors, ok, c'est Ramos, ok, tout ça, il connaît la Maison Blanche et tout. Au contraire, je pense que les autres en face vont avoir envie de le déglinguer. Donc, voilà. Et je pense que physiquement, il va pas être au niveau. En tous les cas, pas d'un match de cette intensité. Et sinon, bah, tu vas mettre soit Diallo, soit Kerrer. Et est-ce que tu penses sincèrement que jouer avec Kipembe Kerrer contre le Real de Vinicius Benzema, non, sérieusement, il faut que Marquinhos y joue en défense. Hein. Allez, Kevin, réponds et après on avance. Kevin répond et après on essentiel, avance. hein, c'est essentiel. Mehdi, pour toi, le cœur du Real Madrid, le point fort du Real, c'est quelle zone? Entre le milieu, la défense et l'attaque. C'est le milieu. Ça, c'est le milieu, il n'y a pas de problème. Ça ne change pas que c'est pas Marquinhos qui va gêner en quoi que ce soit Modric et Kroos. S'ils sont pas blessés, Marquinhos, il va juste avoir mal à la tête d'avoir tourné. C'est tout ce qu'il va faire. C'est pas un vrai milieu de terrain en fait. Il sait pas comment on fait. Non mais je te jure. Effectivement. Après, il faudra voir comment est-ce que Pochettino veut jouer parce que dans le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, le seul joueur fiable au milieu de terrain, c'est Verratti. Oui, les autres, absolument. Les autres, je peux en parler. Après, on parle de Dombele, etc. Ouais. S'il arrive d'ici la semaine prochaine, il lui faudra encore un peu de temps pour s'acclimater, etc. Et ça me fait un peu penser à la Sanadera. J'ai pas l'impression que voilà, ça apporte vraiment en plus. Mais bon, enfin, de ce qui se dit, Unai Bimbe partirait à Leverkusen en prêt. Il prolongerait au Paris Saint-Germain, puis il partirait en prêt avec option d'achat à Leverkusen, ce qui libérerait peut-être un peu de place au milieu de terrain, mais bon. Oui, effectivement, à suivre. l'ancien Lyonnais qui est pisté par le Paris Saint-Germain, ça peut être un bon recrutement au milieu pour le PSG. On aura le temps d'en reparler de cette confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Juste, on va clôturer sur la Ligue 1 parce que ça fait un petit moment qu'on est dessus, mais c'était super on a intéressant. déjà fait la Liga là. On a parlé que de Paris. En même temps. Quelques résultats. Lyon a gagné le derby face à Saint-Etienne. Un petit but à 0. Derby très il était horrible, très compliqué à voir. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, la réaction de Pascal Duprat à la fin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui a dit honnêtement c'était un petit Lyon en face, c'était un lionceau. Ça m'a fait assez rire. Deuxième victoire consécutive pour les Lyonnais depuis septembre. Donc Lyon galère actuellement. Saint-Etienne toujours bon dernier au classement. Le champion en titre, Lille, qui a perdu à Brest 2 buts à 0. Rien ne va plus à Lille non plus, même si Hatem Ben Arfa a signé et a failli marquer. 6 mois, c'est fou. Ouais. Ça peut être du plus, hein, on verra. Très gros match et très beau match de Marseille à Félix Bollaert contre Lens. Match le plus abouti de la saison, certainement pour les hommes de Jorge Sampaoli. Même les supporters lensois, ça s'est vu sur Twitter, qui ont dit honnêtement, beau match, pas de gâchis pour les Marseillais, qui caracolent au classement derrière l'OGC Nice qui gagne encore et encore. L'OGC Nice deuxième, les hommes de Christophe Galtier
qui enchaîne, c'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas le trio de tête? Mehdi, c'est toi qui en parlais en tout début de saison. Paris, Nice, Marseille. En tout cas, ça se profile comme ça. À voir. Les autres perdent. Lille ne reviendra pas. Rennes qui a perdu, qui est un peu décroché. Lyon qui est loin aussi. Mehdi, je pense Monaco, pareil. pour une fois, Il va finir tard. peut-être Je que dis rien, ton j'ai rien pronostic pour est bon. On sait pas, on sait pas. Tout On peut verra. tout peut s'accélérer. On Mais verra. ça y ressemble. Mais le trio de tête Mais- est quand mais- même bien détaché. Le truc, c'est que Lyon, quand même, ça commence à faire catastrophe industrielle sur catastrophe industrielle Ah ouais. sur Ouais, catastrophe Peter industrielle. Bosz n'y arrive pas. Franchement, ça commence à devenir. Mais chaque saison est pire que la précédente, en fait, si tu Ouais. regardes bien. Chaque saison, c'est de pire en pire. Depuis que Pep Genesio est parti, Ouais. c'est ça. Hein. Beaucoup décrié Ouais. Genesio, mais Pourtant, ils ont Shaqiri. Hein. depuis Shaqiri qui ne joue plus d'ailleurs. Il est Ils arrivé veulent s'en pour débarrasser. en il est arrivé plus. pour remplacer Memphis Depay. On le cherche encore, Xherdan Shaqiri, honnêtement. Mais ouais, c'est vrai, tu as raison, Mehdi, très compliqué. Lyon 11e au Bon, classement. après, il faut dire aussi que Genesio n'avait pas les mêmes T'inquiète. équipes. Hein. Parce que Genesio, si tu regardes, il avait Tolisso, il avait Lacazette, il avait une équipe qui était quand même vraiment différente. Même, hein. Il avait des très bons milieux de terrain. T'as- Franchement, c'était pas du Ils tout ont la même encore de équipe. quoi faire Je une suis équipe, désolé ouais. de te couper. Effectivement, je rejoins Joël. Il y a quand même un très très bel effectif au milieu entre Guimarães, Paqueta. En attaque, honnêtement, Moussa Dembélé. ça le fait. Dembélé, voilà. Enfin, il y a mieux Ouais, c'est que. pas 11e de Ligue 1, Ouais, effectivement. c'est pas du 11e de Oui, Ligue c'est 1. pas 11e. Non, Ça, je jamais. suis d'accord. C'est avec pas toi. un effectif C'est absolument. qui doit être 11e de Ligue 1. C'est pas un effectif qui peut aller chercher le titre, certes. Mais quand on regarde Nice, qui est deuxième au classement, je Ouais. pense que l'Olympique Lyonnais a un meilleur effectif que l'OGC Nice. Ouais, Après, Nice, ça travaille bien. Nice, ça travaille très très bien avec Christophe Galtier. Nice, ça travaille C'est bien. incroyable ce Ils qu'il ont fait, renforcé hein. leur Galtier, staff. Il a gagné la Ligue 1 avec Lille l'année dernière. Là, on ne l'attendait pas. Vraiment, moi, je ne l'attendais pas à avoir de si bons résultats avec Nice, très franchement. Est-ce que c'est pas sa dernière année en France? Je non. pense qu'il va être Là, il convoité. peut se faire recruter Alors, partout. Hein. pas sa dernière année, mais Il je fera pense qu'il 2 va ans. être très convoité. À Paris À Paris, ça négocie toujours pour Zidane, non? Je Il me semble que- je ne pense Oui, pas. Paris, ça va négocier Zidane. Oui, Paris, ce sera Zidane. Bizarrement, Pochettino, je deux pense qu'il Marseillais. sait qu'il partira en fin de saison et donc pour le coup, clairement, il va essayer d'aller plus loin en Coupe d'Europe et partir sur une bonne note parce que dans tous les cas, Pochettino a son visa pour l'Angleterre, il a gardé sa maison. Donc ça libérera certainement une place sur le banc. Mais pour revenir sur Nice, Galtier a renforcé son staff en prenant une nouvelle nutritionniste et un adjoint qui sera spécialisé pour les coups de pied arrêtés. Et qui notamment travaille sur les préférences motrices. C'est quelqu'un que j'ai pu côtoyer justement avant qu'il signe, etc. Et je ne serais pas surpris justement, il marque de plus en plus de buts sur coup de pied arrêtés. Ils en ont mis un ce week-end. Ouais. Donc je pense que Galtier justement a ciblé un peu les failles de son équipe sur la première partie de saison. Ils vont essayer de bien bosser sur les prochaines semaines et puis s'ils finissent dans le trio de tête, ça serait mérité et ce serait génial pour le GC Nice. Et puis la différence entre Nice et Lyon, c'est la cohérence du projet. C'est-à-dire que Nice, quand il recrute Galtier, tout le monde est à fond derrière lui et il n'y a pas de dissonance. Là, quand Peter Bosz est recruté à Lyon, tu vois bien qu'il y a toujours un problème de gouvernance à Lyon ces derniers temps parce que Aulas ne veut pas vraiment lâcher l'affaire. Il a mis aussi 2 personnes qui dirigent le club, mais de façon un peu indirecte. Juninho essaye de tirer dans un sens et Peter Bosz est plutôt lui. Et le problème, c'est que Peter Bosz se retrouve absolument plus du tout appuyé par personne. Il se fait pas virer parce qu'il coûte cher. Et c'est à peu près la seule chose pour laquelle il se fait pas encore virer. Mais c'est vrai. Hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment, il y a un vrai problème de projet à Lyon. Là, pour l'instant, Lyon, ça fait longtemps que tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Est-ce que le projet, c'est un projet sportif ou si c'est juste, comme il dit toujours Aulas, c'est notre bilan est bon, quoi. Si ton bilan financier, c'est ça le projet, bon, bah là, c'est autre chose, quoi. C'est ça. C'est un environnement toxique un peu. Ouais, absolument. Complètement. Dans les commentaires, il y a John qui nous a rejoint. Enfin, John, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Salut, John. Il nous passe le bonjour. Et ARN qui nous dit Zidane à Paris, jamais c'est impossible. Même pour moi qui connais le foot pour les nuls, c'est mort.
Euh, on le rappelle, hein, Zidane Marseillais, Christophe Galtier Marseillais. Ça fait beaucoup d'entraîneurs marseillais qui sont au top actuellement. Non, oui, c'est sûr, mais bon. Moi, je pense qu'effectivement, si Zidane signe au Paris Saint-Germain, c'est une opportunité professionnelle. T'as bien travaillé à Paris, Chris. Hein. Tout à fait. Il est vrai. Il est vrai. Pas pour le Paris Saint-Germain, cependant. Non, mais après Zidane, il n'a jamais joué pour Marseille. Hein. Donc, c'est vrai. Même, contrairement à Galtier. Il a joué à Bordeaux. T'es rival de l'OM. C'est vrai. Ouais. Et Galtier a entraîné la Saint-Etienne, qui est le pire ennemi historique de l'OM. Ouais, voilà. Et puis, effectivement, Zidane, il y a un truc, hein. Il y a un truc qu'il faut pas oublier. Quand il était joueur, c'était la même chose. C'est un gagneur, en fait, Zidane. C'est pas du tout. Tu vois, là, il aurait pu reprendre des clubs, je suppose, hein, depuis qu'il a quitté le Real. Hein. Mais je pense qu'il attend un club où il est quasi sûr qu'il peut jouer la victoire en Ligue des Champions. Donc, c'est tout. Et si Paris lui offre ça, avec tous les pouvoirs, pas comme. Avec pas tous comme les pouvoirs. Les autres, et il est là le problème. Ah oui, pas comme tous les autres entraîneurs. Après, Zidane a un truc, c'est qu'il représente. C'est une image pour le Qatar, c'est important. Tout à fait. Voilà. Allez, messieurs, on va avancer. Ça fait plus d'une demi-heure là qu'on est sur la Ligue 1. Comme quoi, le meilleur championnat fait parler. Même Mehdi. Comme quoi. Absolument. Mehdi, on ne l'arrête pas. J'ai adoré cette discussion avec toi, Kevin. Ouais. Soit dit en passant. C'est pour ça. Et je t'aime. Hein. C'est pour ça que Kevin vient de plus en plus dans le troisième. C'est parce qu'on aime ces débats. Mehdi, allez, on va continuer avec toi. Il nous reste une demi-heure. Un peu plus d'une demi-heure pour 3 championnats, la Serie A, la Liga et la Première Ligue. Et on va continuer. T'as 10 minutes, Mehdi. Avec la Serie A. Oui, ça va. Hein. Mehdi et Joël, le duo incollable Serie A. Absolument, c'est clair. Je sais pas, mais je m'y intéresse. Juste avant, il y a Julot qui nous dit quand est-ce que Paris enlève le Jumpman du maillot sérieux. Mais une fois qu'ils arrêteront de vendre des maillots, mais tant qu'ils en vendront, t'inquiète, il restera. Allez, on enchaîne sur la Serie A. Le Jumpman. Hein. Oui, donc un week-end de Serie A qui a été très honnêtement, j'en ai vu des meilleurs. Il faut dire la vérité. Hein, Joël, qu'est-ce que t'en penses? C'était pas terrible. Il y avait des 0-0 en pagaille. En parlant de l'Atalanta contre. Là, tu vois, Atalanta, je ne m'attendais pas à un 0-0, franchement. Ouais. Après, c'est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup de touchés par le Covid. Donc, tu vois, l'Atalanta, l'équipe qui est présente, c'est pas l'Atalanta, quoi. Oui, il y avait Piccoli en attaque de pointe titulaire. Donc, voilà. On ne sait pas qui c'est. D'ailleurs, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était un Julian Brandt, mais plus jeune et il plus a été petit. titularisé début de saison. Hein, c'est un pur produit de l'Atalanta, du centre de formation de l'Atalanta. Alors, il y en a 2 nouveaux qui sont rentrés, des moins de 20 ans, en tout cas, ça c'est sûr aussi. Alors, j'ai complètement oublié leur nom, mais. Alors, Gasperini, il était fou de joie à la fin du match, hein, d'avoir gratté un 0-0 contre le Lazio. Ça maintient la place en 4e position. Et derrière, il y a des équipes qui seront prenables, sans manquer de respect aux futures équipes de l'Atalanta, qui vont pas tarder à arriver, qui seront Cagliari. Attends, non. Ouais, c'est ça. Cagliari, il y a la Juventus. Et le prochain match en Ligue des Champions, Olympiakos. Le 17. Donc oui, effectivement, on l'a vu avec l'Atalanta, effectivement un match assez terne quand même. Hein. Moi, j'ai regardé une bonne partie du match. C'était quand même pas foufou, honnêtement. Non. Et d'ailleurs, ceux qui ont vraiment déçu, c'est la Lazio, parce que la Lazio, ils étaient quasi au complet. Donc encore une fois, ils déçoivent. Le jeu de Sarri prend pas encore exactement. En revanche, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve... Alors, est-ce que c'est parce qu'il surnage dans la médiocrité? Mais je trouve que Milinkovic-Savic fait certainement sa meilleure saison depuis le début de son bail à la Lazio. Honnêtement, il est incroyable cette année. Techniquement, il est très fort. Il fait des très bons décalages, des gestes de fou qui sortent de l'espace. Franchement, c'est... S'il veut venir à l'Atalanta, il n'y a aucun problème. Alors, mais c'est très surprenant parce que pour l'avoir vu en live au Vélodrome, j'ai vraiment pas trouvé qu'il était impactant.
Sur coup de pied arrêté, il est très complet, très technique. Les coups de pied arrêtés qu'il fait, il fait c'est un très bon frappeur de coups francs et de corner, de coups de pied arrêtés. Je trouve qu'il se projette de plus en plus. Il est de plus en plus dans la surface de réparation. C'est assez dingo. Et souvent, là, c'était le week-end dernier, il a fait une passe décisive fantastique pour Immobilier. Mais bon, peu importe. Après, c'est vrai que malheureusement, la Lazio déçoit encore. L'Atalanta a fait ce qu'elle devait faire, donc ça, c'est très très bien. L'Inter s'est imposé en étant mené contre Venise. Ils ont été menés pendant un bon moment et franchement, c'était pas si facile que ça parce que Dzeko marque le 2-1 à la 90e minute. J'étais en PLS parce que j'étais assez content de me dire il y a moyen qu'on reprenne peut-être un point ou deux en tous les cas 2 points sur l'Inter. Donc c'était avant de voir bien sûr Milan-Juve, parce que après j'étais déjà beaucoup moins content. Et puis il y a le Napoli qui s'est bien repris, qui galérait ces derniers temps, qui avait des toutes petites victoires et là qui a mis une sacrée rouste ce week-end. C'est Salernitana qui a fait du Salernitana. Oui, absolument, mais certainement ça va les remettre un petit peu en confiance. Donc voilà, ils ont marqué 4 buts. Voilà, c'était des beaux buts d'ailleurs, des très beaux buts. Et puis est arrivé dimanche soir le match du Juve qui revient bien. Empoli AS Rome quand même. Empoli pour la Rome. Empoli, oui, tu as raison. Ouais. J'adore leur façon de jouer. Bon, c'est vrai qu'ils ont. Là, ils ont vraiment très mal joué ce match-là parce qu'ils étaient menés 4-0 au bout de 18 minutes seulement, il me semble. 20 minutes au grand max. Donc, ils sont revenus à 4-2. Ah ouais, ça pique. Et ils gagnent la deuxième mi-temps 2-0. C'est pas mal. Comme il se l'a raconté, Mourinho, je te jure, sur le bord du terrain. Le gars, il a fait un début de saison catastrophique. Là, il fait un bon match contre une équipe du ventre mou. Et il se la racontait, mais comme tu peux pas. Enfin voilà, du Mourinho. L'entraîneur. C'est vraiment le malin quand ils sont revenus à 2-4 quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Et l'entraîneur de Empoli en conférence de presse, on lui dit mais est-ce que vous pouvez décrire le jeu de votre équipe ? Il dit en fait le jeu de notre équipe, j'ai trouvé ça génial. Le jeu de notre équipe, c'est comme une couverture trop courte. Si je leur monte vers le cou, j'ai les pieds qui dépassent et j'ai froid aux pieds. Si je le baisse sur les pieds, j'attrape froid à la gorge parce que c'est trop court en haut. En gros, il veut dire que, dès qu'ils essayent d'attaquer, ça joue pas mal, mais ils prennent énormément de buts. Et dès qu'ils essayent de défendre, ils n'arrivent plus du tout à marquer un but. Belle image. Donc c'était une belle image. C'était très sympa de l'entendre dire ça. Moi, ça m'a fait marrer quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, c'est exactement ça. Parce que Empoli, il faut savoir, je ne sais pas ce que tu en penses, Joël, mais c'est une équipe qui pratique un très très beau football. Oui, c'est magnifique. Le jeu de passe qu'ils ont en profondeur. Leur dernier match, c'était en Coupe d'Italie. Malheureusement ils ont été éliminés il me semble, mais encore j'ai vraiment apprécié. Non, mais ils perdent, vraiment mais c'est joli à voir. C'était le 3-2 en Coupe d'Italie contre l'Inter Milan quand même. L'Inter Milan qui a dû revenir. Ils étaient menés 2-1. Ils sont revenus à 3-2 par la suite. Donc match magnifique. Si vous voulez voir le résumé, c'était fabuleux quoi. Vraiment Empoli on fire. Il me semble même, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils menaient 2-0 contre l'Inter Milan. Je crois. Non, mais c'est si je dis pas de bêtises. C'est un très beau jeu. Ouais. En revanche, hier effectivement, la Roma a mené assez rapidement. Tammy Abraham a marqué un doublé, etc. Donc ça s'est plutôt bien passé pour la Roma. Ils ont repris 2 points sur la Lazio, parce qu'ils sont un peu au coude à coude avec leur cousin de la Lazio. Enfin, leur cousin, leur ennemi, carrément. Ouais. C'est pas Milan. Et puis le soir, donc, est arrivé le Milan-Juve. Alors, il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Extraordinairement négatif d'ailleurs, c'est que pour la première fois de l'histoire de la Serie A, donc je vous laisse imaginer depuis quand a commencé la Serie A, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, les 2 clubs de Milan ont joué le même week-end à San Siro. Donc l'Inter a joué le samedi et Milan a joué dimanche. Donc San Siro, traditionnellement, juste pour vous donner du contexte, c'est pas Giuseppe Meazza ? Non, c'est San Siro. Traditionnellement, San Siro, c'est un stade qui a des gradins qui sont très très hauts. En fait, bon, il fait 80 000 places, mais en plus c'est un stade qui est très vertical, ce qui fait qu'il y a très peu de lumière qui rentre dans le stade et la pelouse traditionnellement est plutôt mauvaise en hiver. C'est vrai, ça a toujours été comme ça parce qu'en fait, elle ne voit quasi plus la lumière. Alors il y a toujours cette luminosité
mais c'est pas pareil qu'effectivement la lumière du soleil. Donc, elle est traditionnellement très mauvaise. Et là, en l'occurrence, en fait, ils ont joué en 24 heures d'écart. Hier soir, très honnêtement, hein, et alors c'est pas pour chambrer la canne, C'est la faute de la pelouse. Non, pas du tout, mais ça aurait très bien pu être une pelouse de la CAN au Cameroun qu'on est en train de regarder en ce moment. Franchement, c'était horrible. D'ailleurs, Ibrahimovic est blessé très rapidement dans le match au tendon d'Achille et il a clairement incriminé le terrain. Il a dit qu'en fait le terrain était beaucoup trop dur parce qu'en fait il n'y avait plus que de la terre et cette terre avait gelé en plus. Donc c'était un peu bizarre. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de frappes ratées parce qu'il y a eu des petits rebonds avant les frappes, avant des trucs comme ça. Donc c'était un piètre match, très honnêtement. Alors ça c'est tout sauf une pub pour la Serie A, ce que j'ai vu hier. Le Milan Juve était horrible. Et la Juve a fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire défendre en avançant. C'est pas génial, tout repose sur Dybala. Dybala n'a pas réussi à faire la différence. Et de l'autre côté, Milan. Pour quand même Léao, hein. Léao sur son côté gauche, il a fait quand même des jolies choses. Hein. Première mi-temps, en tout cas, la mi-temps où j'étais le plus attentif en regardant le match, il a quand même cassé des reins de certains défenseurs hein, sur le côté gauche. Hein. C'est vraiment lui, s'il y avait un trophée du meilleur joueur du match, malgré ce 0-0, ce serait plutôt lui. Hein. Ouais. Tiens, Mehdi, dans les commentaires, il y a John qui nous dit tu veux que je te parle de San Siro, Mehdi? Je connais un peu le stade. Vous y êtes allé. Mauvais souvenir. Effectivement, on y est allé il n'y a pas très longtemps. Non, c'était un bon souvenir quand même. Mais le truc, c'est que Léao, c'est clairement notre meilleur joueur à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que, tu vois, là, je lisais un truc où je disais, c'est vrai que Pioli, il faudrait lui décerner une médaille, en fait, pour ce qu'il fait à l'heure actuelle, que Milan soit encore dans les 4 premiers, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de numéro 10, que notre numéro 10 titulaire, c'est Brahim Diaz, mais à part ça, il n'y a personne. Comme ailier droit, on n'en a pas. Nos deux attaquants, ils ont 40 ans et 36 ans, et ils n'ont aucun remplaçant. Et on a eu un ligament croisé et une opération du ménisque de Tomori, donc Kier et Tomori, et il n'y a aucun remplaçant en défense centrale, et Milan ne recrute toujours personne. Donc, très honnêtement, Pioli, je pense que, sincèrement, je vais peut-être lui faire une petite statue dans mon jardin parce que c'est incroyable ce qu'il est en train de faire avec les joueurs qu'on a, en fait, sur le terrain. Nos joueurs ne sont pas du tout au niveau de la place qu'on a. Pourquoi donc, ça recrute pas parce que c'est des pinces, Elliot. Et donc, je voulais remercier Stefano Pioli officiellement pour son travail incroyable. Alors que je l'ai conspué quand il est arrivé, hein, je le rappelle. Témoin, Ludo aussi. Mais aussi. Ce qu'il fait avec les joueurs qu'on a, c'est incroyable. Alors, on a 2-3 bons joueurs, heureusement. On a Théo Hernandez, on a des fois, on a Tonali, qui est le meilleur joueur, je pense, de Milan, et on a Léao. Bizarrement, ils sont plus ou moins tous sur le côté gauche. Mais alors, le côté droit, c'est inexistant. La défense centrale, à l'heure actuelle, quand il n'y a pas Tomori, c'est inexistant. Le latéral droit est revenu hier, quand même, Calabria, qui est plutôt bon, mais c'est son premier match depuis 3-4 mois. Donc voilà. Donc, franchement, c'est un miracle. Et je pense que Milan va avoir du mal à se maintenir dans les 4 premières places. Ça, c'est mon pronostic. Tu vois la Juve faire le hold-up et revenir? Ouais, je les vois bien revenir. Et l'Atalanta, je pense pas qu'ils sortent de là. En plus, ils ont un match en retard. L'Inter est intouchable. Napoli reprend des couleurs. Milan, je pense, ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné contre un top 5, en fait. Et c'est ça, moi, qui me fait dire ça. C'est qu'en fait, entre la Juve quand même, qui est horrible cette année, on a fait à l'aller et au retour match nul, en fait. 1 partout, 0-0. C'est pas normal qu'on gagne pas contre la Juve. La Juve, c'est une équipe qui est pas bonne, en fait. Contre l'Atalanta, on a gagné contre eux au match aller, mais je pense pas qu'on gagne le match retour. L'Inter, j'en parle pas. Napoli, on n'a pas réussi à gagner. Il y a juste contre les 2 équipes de Rome où on se la raconte un petit peu, mais les 2 équipes de Rome, tout le monde les gifle, en fait. Donc, tu vois, je veux dire, il y a rien de fou, quoi. Et la Fiorentina, le match retour, attention, hein, je pense qu'on va prendre une rousse. Mais la Rome a quand même sacrément giflé l'Atalanta. Hein. Oui, bon, c'était un hasard, ça. C'est vrai, c'était vraiment l'exception qui fait la règle, mais ça m'a fait mal. Mehdi, tu parles de la Fio, et ça tombe bien parce que je voulais parler d'un point de l'actu chaude actuellement en Serie A, la Fio de Vlahovic. Vlahovic qui a lancé un bras de fer avec la Fio pour quitter le club. La Juve qui veut absolument le joueur pour la fin de saison. Par contre, prix fixé par la Fio,
70 millions. Ouais. Haaland. Après Vlahovic est très impressionnant. Là, pour l'instant, vous rigolez, mais le jour où il va débarquer dans votre championnat, vous allez halluciner, hein, ça c'est sûr et certain. Mais le truc, c'est que... alors, Vlahovic a dit cet hiver, si vous voulez me vendre, pas de problème, mais je n'accepterai qu'une offre de la Juve. Il l'a dit aujourd'hui. Après, cet été, il n'a pas dit qu'il accepterait qu'une offre de la Juve. Cet été, ce sera celui. S'il y a un club anglais qui veut l'acheter, il a jamais dit qu'il partirait pas. C'est pour cet hiver. Cet hiver, en fait, il se voit pas déménager à l'intersaison, recommencer une nouvelle histoire, etc. Je pense qu'il a envie d'avoir une vraie préparation complète dans son nouveau club s'il se fait transférer. Et s'il se fait transférer cet hiver, effectivement, il préfère rester en Italie, dans un championnat qu'il connaît, un système de fonctionnement un peu, mais avec une vraie plus-value, c'est-à-dire la Juve. Bon, ok, très bien, pas de problème. Vu que les autres clubs qui sont dans le top 4, eux, en fait, ils n'ont ni les moyens ni l'envie de recruter un joueur comme Vlahovic. Tu vois, l'Inter ne peut pas recruter Vlahovic et on n'a pas besoin. Napoli n'a pas les moyens de recruter Vlahovic. Milan n'a pas les moyens de recruter Vlahovic. Les deux clubs de Rome, on rigole. Et la Fiorentina, voilà. Donc, c'est pour ça que la Juve, finalement, c'est le seul club qui veut bien accepter cet hiver. C'est tout. Alors déjà, est-ce que tu le vois partir, toi, cet hiver? Et est-ce que le prix de 70 millions, pour toi, c'est un prix qui est correct? Je crois qu'il lui reste une année de contrat après ça. Non, je pense que la Fio essaye de faire, d'annoncer un très gros prix pour que finalement il parte pour 40 ou 50, je pense. Et je pense que 30, 40 ou 50 pour une année de contrat, c'est à peu près ce qu'il vaut. Ouais. Ok, effectivement. Ça marche. Tu vois, Haaland, c'est 75, mais ça, c'est une clause. C'est pareil, il lui restera qu'une année de contrat après ça. Ok, très bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres points en Serie A à voir, Joël, tant que tu es là, notre invité? Est-ce que tu veux vendre ta Serie A ou nous faire partager quelques petites choses? Bah écoute, bah non, il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête, à part que bah, c'est quand même là cette année, c'est plutôt pas mal, surtout que c'est assez serré, mis à part l'Inter Milan, bon, qui s'envole, les places pour les deuxième, troisième et quatrième places. Surtout la quatrième place, c'est pas joué parce qu'il y a que un point d'écart entre la Juve et l'Atalanta Bergame. Donc voilà, donc assez serré à ce niveau-là pour rentrer dans le final, dans le fort. Euh, Même si moi, clairement, par rapport aux prestations de la Fiorentina, dont fait partie Vlahovic justement, là ils sont septième actuellement, mais je les verrais bien arriver au moins cinquième, quoi. J'aimerais bien les voir participer à la Ligue Europa pour la saison prochaine, parce qu'ils le méritent. Ils ont un très bon effectif, un beau jeu, et même si la Rome se réveille maintenant, c'est vrai que moi je trouve ça assez incompréhensible par rapport aux joueurs qu'à la Fiorentina de les voir septième, hein. Comme c'est incompréhensible que l'AC Milan soit troisième. Mais Voilà. par rapport à leur jeu Ah, mais je suis et d'accord. aux joueurs qu'ils ont. T'as Kaloulou Non, sur non, le mais terrain. c'était pour t'envoyer une petite pique, quoi. Mais bon, bien sûr, moi je souhaite que l'Atalanta préserve sa quatrième place, mais avec talonné par la Juve et connaissant la Juve, Ouais. avec l'expérience qu'ils ont, ça va être très très dur, quoi. Vraiment très très Ok. dur de préserver cette quatrième place, quoi. Mais fin de championnat, du coup, haletante pour la Serie A. Ah, absolument. Toujours, Tout à fait. Est-ce que toujours Altin. tu vois l'Inter intouchable cette année? Ouais, non, ils sont imbattables, quoi. Ok. Après, même s'ils peuvent perdre un match ou prendre un match nul de temps en temps, là, c'est leur. Je crois que le match nul qu'ils ont fait l'avant-dernier match, c'était le seul match nul qu'ils ont fait, quoi. De la saison, je crois, hein, il me semble, hein. Mais non, ils sont vraiment très très impressionnants et c'est incroyable, quoi, pour la Ligue des. Après, alors, là, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que l'Inter Milan est encore en lice dans la Ligue des Absolument. Champions? Il rencontre Ouais. Liverpool. Ah Ouais. oui, voilà, ça quoi. sera le Donc, très gros. Donc, ouais, ils j'ai ne sont confondu plus. avec l'année dernière où il s'était fait sortir, je crois. Donc, du coup, ouais, donc, bon, bah, ça promet pour la Ligue des Champions. Bah, j'espère qu'ils vont porter très haut l'étendard de la Serie A que j'adore, même si, bon, c'est l'Inter Milan, certes, mais bon, voilà, ça représente le football italien quand même, quoi. Euh, mais Absolument. ça va être mal. Espérons. Ouais, Au top. Parfait. dur. Merci les gars pour cette petite page Serie A. Je vous propose, il nous reste 15 minutes pour 2 championnats. On est à peu près dans les temps. On va le faire. La semaine dernière, il nous restait 10 minutes pour 3 championnats. On a réussi à le faire.
On va On est réussir large. à le faire. Large. On est large. Large. Je vous propose qu'on parte en Angleterre pour parler un peu de tout ce qui s'est passé ce week-end et surtout d'une équipe dont on parlait énormément. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi? Non, oui, vas-y. Non, j'allais parler de West Ham, mais tu voulais parler de quoi? Ok, d'accord. Bon, moi, c'était Oui, Chelsea-Tottenham. mais Je pensais que tu allais crescendo. parler de Chelsea. Non, d'abord, je vais Ok, parler de d'accord. West Ham parce que c'était un gros choc entre Hmm. le 4e et le 5e, si je dis pas de bêtises. West Ham, dont on parlait énormément, qui se déplaçait à United. Et West Ham s'est incliné. Coup d'arrêt pour les Hammers. Est-ce que c'est mérité selon vous? Est-ce que United va réussir à revenir et à se remettre dans le bain, Mehdi? Bon, en tous les cas, ça va être une très belle lutte à 3 entre West Ham, Arsenal et Manchester United. Arsenal a fait un nul aussi Ouais, ce tout à week-end. fait. Donc c'est vrai qu'ils ont perdu 2 points sur United. Et ouais, non, je pense que très honnêtement, ça va se battre pour la 4e place entre ces 3 équipes jusqu'au bout, hein. Tottenham, on a vu que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de matchs en retard, hein. Tottenham, je crois qu'ils en ont 3 ou 4 par rapport à Chelsea. 4. Mais Chelsea a un match en plus que les autres. C'est un peu, enfin, le championnat d'Angleterre là pour l'instant, il est un peu, Ouais, ouais. Ouais. C'est il est compliqué, un peu hein. bizarre. Il n'y a personne qui Burnley est par vacciné exemple, en même temps. ouais, c'est pas faux. Il y a un joueur sur 2 qui est Ça va vacciné être là-bas. compliqué. Mais c'est vrai que Burnley, par exemple, ils sont relégables, mais ils ont joué que 18 matchs alors qu'on en est à la 23e journée. Donc c'est complètement dingue. 24e. Ouais, Non, 24e alors, journée. je sais pas. C'est ça. Chelsea a joué Burnley, ils ont 24 joué. matchs. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est C'est ce que je catastrophique. te dis, c'est un peu bizarre parce que je crois que Chelsea a joué un match en plus parce qu'il y a le championnat du monde des clubs ou un truc dans le genre, il me semble. Ouais, non, mais c'est Donc, catastrophique. Non, c'est parce qu'ils ont mis une trêve. Ils ont mis une trêve internationale entre à partir de maintenant jusque dans 2 semaines. Les ah oui, c'est Sud-Américains sont vrai. libérés. Où ils Et jouent. les Italiens, je pense qu'ils Ouais, font un ouais, stage avec Balotelli. ouais, absolument. Incroyable. Donc, bref, en tous les cas, c'est un peu particulier à lire, mais il devrait quand même faire en sorte que Tottenham peut-être va plutôt se battre pour l'Europa League et puis en l'occurrence Arsenal, West Ham et Manchester United vont se battre pour la 4e place, je pense jusqu'à la fin. Parce que Ok. même si Chelsea s'est fait un peu décrocher, je pense quand même qu'ils vont rester dans les 3. Liverpool, Manchester City et Chelsea, à mon avis, ça va pas trop bouger. Ouais. Peut-être West que Ham qui est dans Chelsea une mauvaise peut- passe, hein. Ils sont sur 2 Ouais, défaites d'affilée, hein. absolument. Là, donc faut voir, hein, si ça persiste dans ce sens-là, ils risquent de descendre à la 7e ou 8e place, hein, parce que il y a Wolverhampton qui remonte bien. Là, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Là, dernièrement, ils sont sur une bonne dynamique. Arsenal, bon, certes, ils ont alors, une défaite, un nul, mais en début de saison, qui voyait Arsenal Ouais, de ouf. Ah, bah, 6e? pas Mehdi en tout Absolument. cas. C'est Ouais, ça. non, bah, Bah non. personne. Moi, franchement, pas, Bah, moi, jamais et en de fait, la vie. c'est arrivé à partir du moment où ils se sont séparés gentiment d'Aubameyang, en fait. Mm. C'est ça le truc, finalement. Ouais, c'est ça. Et Rangnick qui est arrivé. Mais alors, Manchester putain, United 4e, je comprends pas. tu les voyais plus bas? Vraiment, oui. Ouais, non, mais oui, bah, après, par rapport à ce que j'ai vu, moi, les rares matchs que j'ai vus avec eux, je les ai trouvés vraiment très médiocres, hein, Ouais. pour Manchester United. Bon, c'est quand même mieux depuis qu'il y a Cristiano, mais Bon, c'est non, Rangnick vrai, va moi, je chercher trouve le que West podium, Ham c'est exceptionnel. méritait Alors, mieux. oui et non, hein. Je suis Oui, pas forcément d'accord que ce soit mieux avec Cristiano. Ça apporte quelque chose. Par contre, tu concentres le jeu sur lui, du coup. Ouais. ouais, ça c'est vrai, ouais. Comme Beaucoup de c'était le problèmes cas à avec la Juve. Cristiano. Tu disais, Kevin? Oui, non, il y a beaucoup de problèmes avec Cristiano puisqu'il s'entend pas avec le coach et dans le vestiaire aussi, j'ai l'impression que ça a pas l'air de prendre. Ouais. Parce que Cristiano, bon, c'est quand même un sacré caractère et si tout le monde marche pas dans le même sens, on a l'impression que le vestiaire C'est est ça. un peu en train Parce que d'exploser. là, Ouais, c'est ça. si on ouvre la... Excuse-moi, mais si on ouvre la porte à Ronaldo, il Non, je t'en rebondit prie. où? Ah bah, au retour à Madrid Très bonne ou question. au Sporting? En Miami, Ah, je sais je pas pense pas quoi. qu'il fasse un deuxième comeback. Miami? Je le Comment vois ça bien se à passe là Miami avec, ou à New York, lui, tu vois. Ouais, Non? au Galaxy. Est-ce Ouais. qu'on Ouais, c'est vrai, récupérerait pourquoi pas pas, la MLS? est-ce qu'on récupérerait pas à Miami Messi et Ronaldo dans la même équipe finalement? Ah,
Peut-être pas tout. Non, ou je pense peut-être que la MLS va s'acheter le choc Messi-Ronaldo de fin de carrière, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Un à Los Angeles, Et l'autre à Miami. Miami ou l'autre à New York, tu vois. Ouais, c'est la fête, quoi. Qui va se battre pour le soleil, ça? Pourquoi pas. C'est ça. Non, mais je les vois jamais, je les verrai sur le même maillot. Enfin, en même temps, tu me diras, jamais j'aurais cru voir Messi avec le maillot du PSG. Ouais, En partant de là, tu vois, tout est possible. Tout est possible. C'est possible dans le football. Mehdi, tu parlais de. Ouais, tout est possible. Après, Ouais. Vas-y, Kevin, ouais. non, après, je pense que Cristiano Ronaldo, connaissant son côté compétiteur, je vois mal aller dans un championnat de seconde zone pour s'offrir une retraite dorée, parce que c'est le genre de joueur qui a gagné suffisamment, entre guillemets, d'argent pour justement se permettre d'éviter ce type de retraite dorée, type Qatar ou États-Unis. C'est quelqu'un qui, je pense, veut terminer au top. Et si on s'inspire vraiment des meilleurs dans cette lignée-là, pour moi, le modèle ultime, Zidane. Zidane, il termine au Real de Madrid, finale de Coupe du Monde. C'est vrai que alors, il a raté quand même un petit détail, quand même. Je peux me permettre. Il l'a pas raté, finalement. C'est vrai, hein, ça aurait pu très très bien se terminer. Et finalement, c'était le plus gros fiasco de l'histoire du foot. Hein, donc, ouais, mais au moins tu t'en souviens. Ouais, putain. Pour t'en souvenir, tu lui en veux encore. Hein. Je m'en souviens. Il l'a là. C'est dingue, il lui en veut encore. Mehdi, tu parlais de Chelsea-Tottenham, tu voulais en parler? Ouais, absolument. Un super match. Vraiment un très 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 bon match. Alors un Tottenham qui a pas du tout fait pâle figure face à Chelsea. En revanche, Chelsea, la qualité qu'il y a dans cette équipe. Et puis, est-ce que vous avez vu ce but de Ziyech? Mais c'est plus une lucarne. En fait, il a déplacé la lucarne, il l'a mis encore plus dans la lucarne. Hop, la balle est rentrée. Tu vois, c'est ouf. Et c'est vrai que, alors, certainement qu'avec Son, le match aurait peut-être été différent. Parce que Harry Kane était un petit peu isolé, mais il a fait un super match. Je trouve que Højbjerg a fait aussi un match extraordinaire. Notre cher gardien français aussi a fait un très bon match. Donc voilà, non, c'était vraiment beaucoup d'intensité, mais tu sentais là la puissance et la maîtrise de Chelsea. Et c'est en ça que j'ai l'impression que Tottenham, tu vois, même Conte à la fin était un petit peu dépité en disant en fait, nous sur le banc, tu vois, quand il fait rentrer des gens, quand tu vois que Chelsea, ils font rentrer Kanté, tu vois. Tiens, il est même pas titulaire, le gars. Tu fais rentrer Kanté, tu fais rentrer Saúl. Il revient de blessure, ouais. Il fait rentrer Kanté, Saúl Ñíguez, des gars comme ça, tu vois. Toi, voilà quoi, c'est chaud, tu vois. Ça n'a strictement Kanté, rien. il est rentré à la place de Jorginho. Ouais, voilà, il est Donc, rentré. c'est pas des. Voilà, ils ont un banc de fou, quoi. Donc c'est complètement dingue. Et Kai Havertz jouait pas, par exemple, ou tu vois Werner des trucs. Non plus. Enfin, tu te dis, hein. Werner non plus. Werner. J'ai juste une question pour Vas-y, Joël. Chelsea. Je sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est Lukaku. oui. Qu'est-ce qui se passe avec Lukaku qui était vraiment impressionnant à l'Inter? Là, il y a une baisse de niveau, clairement, où il y a un manque de confiance de la part de l'entraîneur. Où il y a des meilleures défenses en face? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense sincèrement que c'est la façon d'utiliser Lukaku. Antonio Conte, tout le jeu repose sur Lukaku. Et il joue en transition uniquement, c'est quasiment que de la contre-attaque. Il se sert de lui soit comme appui, soit comme contre-attaquant, tout simplement, parce qu'il a une super vitesse. Là, à Chelsea, le problème, c'est 7 buts en 20 matchs. Ouais, c'est beaucoup plus divers, en fait, le jeu de Chelsea. Et Lukaku, tu as l'impression, comme en équipe de Belgique, par exemple, il a vraiment besoin d'être le point d'appui de l'équipe, en fait. Et c'est pas comme ça que joue Chelsea, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Il y a tellement de talent partout à Chelsea que en fait, tu as du mal à stéréotyper ton jeu en jouant en permanence sur la même chose, etc. Donc c'est un peu plus difficile pour Lukaku. Et je pense que Tuchel n'a pas encore très bien compris comment l'utiliser, ou en tous les cas, dans son système, il n'a pas réussi à être très clair sur comment le trouver. Parce que moi, la qualité du joueur, même si j'aime pas trop le joueur en lui-même, la qualité du joueur, je la remets pas en question. C'est un bon joueur, tu vois, honnêtement. Hein. Il avait 28 buts la saison dernière. Hein. Ouais, absolument. Kevin, tu disais, Chris Kevin, pardon. Ouais, non, je disais qu'il avait Lautaro Martinez avec lui aussi en doulette la saison dernière, donc ça a aidé beaucoup. Donc après, même s'il connaissait la première ligue,
Absolument. C'est ça, Tu as tout à fait raison. Il joue tout seul en attaque, alors qu'en plus, très honnêtement, à Chelsea, il pourrait lui mettre des joueurs à côté, hein, tu vois. Mais il faut qu'il bascule dans un autre système de jeu pour faire ça. Tu vois, Conte jouait en 3-5-2 et ça allait très bien à Lukaku. Le 4-3-3. Tu mets Werner avec ? C'est déjà. Bah ouais, pourquoi pas ? Parce que c'est exactement ça qu'il lui faut autour de lui. C'est un petit feu follet comme Lautaro. Alors, c'est sûr que Werner, c'est pas la même qualité que Lautaro. Mais en revanche, Werner, il fait plus d'appels. Encore que Lautaro. Ce qui fait que ça lui créerait plus d'espace encore à Lukaku. C'est clair qu'en revanche, dans la finition, c'est pas la même. Werner, ça. J'aimais bien quand il jouait. Il jouait d'ailleurs en Allemagne. Leipzig. Ouais. Donc, mais là, en venant à Chelsea, il a complètement disparu, le pauvre. Et c'est pas du même acabit que Lautaro quand même. Hein. Lautaro, c'est aussi bon en appui. Werner, il va plus faire des appels en profondeur pour faire créer des espaces, c'est sûr et certain. Mais après, pour remiser sur Lukaku, clairement, c'est pas du tout un joueur. Il n'a pas une super qualité technique. Hein. Ça, c'est sûr que là, on n'est pas. C'est plus un Kevin Gamero qu'un Romario. Hein. Ça, là, on est sûr. Vous rigolez, Kevin Gamero qui a mis un doublé. Gamero qui a mis un doublé ce week-end. Est-ce qu'il n'y a pas de transition ? C'est vrai. Si. Oui. Transition. Kevin Gamero, FC Valence. Exactement. Remontada. Remontada, absolument. Remontada. Allez, dernier championnat. La Liga. On parle de remontada, pardon. De remontada. Pourquoi ? Parce que il y a une belle remontada en Espagne entre l'Atlético et le FC Valence, justement. La Valence qui menait 2-0 à la mi-temps et l'Atlético qui a renversé tout le match en seconde mi-temps. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait arriver pour avoir vu la première mi-temps, mais c'est arrivé. Ouais, moi aussi. Mehdi. Absolument, et c'est arrivé carrément dans les arrêts de jeu, c'est-à-dire que 93e. En fait, et bon, 93e déjà, mais même le but d'avant et 90. À la 91, ouais, tout à fait, ouais. Donc ou 90e, donc c'est complètement dingue. Et c'est Hermoso, tu sais d'ailleurs pas ce qu'il fait là, hein. C'est un défenseur central qui est là par hasard, enfin pas par hasard parce que bon voilà, il essaie de revenir, mais qui marque. Donc c'était vraiment comme tu le dis, hein, en première mi-temps, c'était vraiment triste à voir l'Atlético. Ouais. Rentrer sous les huées, la bronca du Rwanda. D'ailleurs, le match a duré 113 minutes. Assez fou. 13 minutes de temps additionnel. Assez incroyable. Donc, c'était un peu la fête, la fin. Ouais, c'était un peu... Bon, très beau match, du coup. Ouais, c'était pas mal. Mais il y a eu beaucoup de remontada parce que donc le Real, le voisin de l'Atlético... Effectivement. Pareil, était mené 2-0 aussi. Face à Elche, tu en parlais, Joël, tout à l'heure, ouais, justement. Ouais. Oui, alors ils sont revenus très tard hein, dans le match, hein, quasiment à la fin du match, 90e. Le 2-2. Hein. 90e. 90e pour le 2-2. Et 82e, le but de Modric. Ouais. Donc, vraiment, moi, je m'attendais pas à ce que le Real revienne. Là, ils sont vraiment revenus à l'arraché, quoi. C'était vraiment pas maîtrisé du tout. Là, je pense que c'était plus dû à... ils ont eu vraiment une crise de panique à ce moment-là contre Elche qui est ultra mal classé, quoi. Et ils sont 15e, je crois, ou 17e. 15e, oui. Ouais, 15e, voilà, c'est Elche quand même. Faire un match de cette prestation-là alors que tu joues la Ligue des Champions, c'est vraiment... Et surtout à la maison, c'était au Bernabéu. On va dire que c'est un faux pas, on va dire. Bon, ils sont détrompez-moi, mais ils sont encore premiers de la Ligue 1. Parce que j'avais un doute en voyant le match de l'autre jour. Ouais. Mais non, mais vraiment, moi je voyais Elche gagner. C'est vrai. C'est vrai que ça a été une autre remontada. D'ailleurs, pendant le match, Karim Benzema s'est blessé. A eu un penalty qu'il a raté. A raté un penalty. Et s'est fait cambrioler le même soir. Ah ouais. Ah oui. La totale. Le trio gagnant. Belle journée. Pour Benzema, malheureusement. Soirée à oublier pour l'international français, qui est, comme on disait tout à l'heure, incertain pour le choc de Ligue des Champions. À voir, c'est dans 3 semaines, tu le disais, Mehdi, mais pour le moment, incertain. En parlant d'international, ça va finir comment pour Dembélé là? Il va finir en... Je pense qu'il va rester au Barça. Ah non, mais c'est fini, il peut plus jouer avec le Barça. C'est fini. Ah bon?
Ah ouais, d'accord, j'ai loupé un épisode alors, là, du coup. Non, terminé. Il s'est pas présenté encore à l'entraînement. D'accord. Il a lâché une info là. Le problème du Barça, c'est qu'il paye n'importe qui, je sais pas combien là. Donc je me demande où il va rebondir. Et dans 6 mois, il a plus de contrat. Il est resté je pense très honnêtement qu'il a très très mal pris l'arrivée de Ferran Torres. En fait, Ferran Torres, et moi je le prends mal aussi, personnellement. Après, on sait jamais. Un club qui soit en dépôt de bilan fasse un transfert à 50 millions d'euros, c'est un truc que je prends mal. Ouais, mais c'est ton employeur qui fait ça, donc pourquoi c'est pas ta place de parler. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je le prends mal comme supporter de football. D'accord, ça c'est autre chose. Mais le truc, c'est que effectivement, tu es en train de négocier ton contrat. Il y a ton entraîneur qui te dit que tout le projet limite offensif doit reposer sur toi, parce que c'est ce que dit Xavi officiellement à Dembélé, et il le dit même en conférence de presse. Et on te dit, bah non, en fait, toi, on veut bien te garder, mais on va diminuer ton salaire, on va le diviser par 2, un truc dans le genre. Peut-être pas par 2, mais par 1,5. Et t'en fais pas, en revanche, à côté, on recrute un joueur à 50 millions, parce qu'on n'a pas d'argent, mais on recrute un joueur à 50 millions qui gagne 9 millions d'euros par an. Ah, voilà. C'est compliqué. Donc, c'est sûr que... Enfin, moi, perso... Ils ont fait baisser le salaire de Mtiti pour faire un... Ouais, aussi. Ouais. Ça a été licencié. Mtiti qui est resté, tout le monde, ça a étonné vraiment tout le monde que Mtiti puisse rester. C'est pour ça que moi je mettrais pas ma main à couper, que Dembélé parte. Je sais pas. Non, mais parce que regardez ce qui s'est passé pour Mtiti. Ouais, bon, il voulait s'en débarrasser. Il joue. C'est soit il est au Barça, soit malheureusement il joue dans un club handisport, parce que je crois qu'il est plus apte à jouer au football de haut niveau. Non, mais honnêtement, je veux dire, son genou depuis la Coupe du Monde 2018, c'est mort. C'est terminé. Franchement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Et Kevin, peut-être tu le sais. Oui, non, mais il est plus jamais aligné. Il peut plus jouer à haut niveau. Kevin, ouais, vas-y. C'est clair. Oui, non, moi je pense que pour Umtiti, c'est quasiment cuit. Effectivement, avec les soucis de santé, il a juste prolongé pour la forme et éventuellement peut-être retrouver un autre club. Mais moi, ça peut j'irai dans un championnat pépère où tu te prends pas trop la tête, etc. Où je resterai même au Barça, payé à s'entraîner. C'est aussi bien comme ça. Mais pour Dembélé, effectivement, c'est un joueur qui est très difficile à gérer. On se souvient déjà il y a 2 ans, lorsqu'ils ont essayé de l'inclure dans le deal pour faire venir Neymar au Barça, c'est Dembélé qui a tout fait capoter au dernier moment. Donc c'est quelqu'un qui est entre guillemets imprévisible avec son entourage. Après, je trouve qu'il est dans son droit quelque part. Il a son contrat. Le Barça entre guillemets, laisse entendre le bruit de la signature de Haaland avec 40 millions par an de salaire, plus la signature de Ferran Torres. Ça fait des ordres, ça fait beaucoup. Et effectivement, comme tout employé, on a le droit de se dire, vous dites qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et finalement, vous faites ceci, cela, etc. Prolongez-moi et alignez les sous parce que je suis censé être le leader d'attaque. Après, effectivement, il a peut-être des liens avec d'autres clubs, il a peut-être des connexions, peut-être qu'il ira à la Juventus. Je balance ça comme ça parce que c'est un club qui aime bien recruter les joueurs libres. Ils l'ont fait avec Rabiot, même s'il n'avait pas signé, même s'il n'avait pas joué pendant 6-7 mois. Après, dans quel état de forme il va se retrouver? C'est surtout ça la question. C'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de ne pas jouer pendant 4 mois pour ensuite, du coup, piocher pendant un nouveau 6-7 mois dans son nouveau club? Ça, et après, ça risque pour l'effectif aussi. S'il part, moi je le verrais bien en Angleterre. Il adore ce championnat-là. Je l'ai vu en Interview. Là, je pense qu'alors là, il est mort. Ah ouais. Physiquement, il va faire un demi-match. C'est pas il va sortir dans l'équipe de tableau. Il va nous faire une Balotelli à City. Je pense que c'est compliqué pour lui. Sinon, il peut aller à City faire. Il faut qu'il ait une bonne hygiène de vie et qu'il se fasse bien suivre aussi. C'est par rapport à son, c'est surtout par rapport à son alimentation, je pense. Le problème, c'est que Dembélé, c'est plus un jeune joueur en fait. C'est ça le souci, c'est que tu peux te dire ça va changer avec un jeune qui vient d'arriver. Dembélé, c'est terminé, c'est fini. Mais le 23. Peut-être, ouais, mais non, en plus, non. Je le verrais plus à 24 ans ou 25 ans, un truc comme ça. Non, mais il faut un club rigoureux. Ouais. Regarde le Bayern qui s'approche à pas foutre. 24 ans pour Ousmane Dembélé. Et il lui faut sa salle de muscu et sa il lui faut le docteur Wolfart. Non, on vient de prolonger Coman, Sané, Gnabry, on n'a pas besoin de Dembélé. Dembélé, il va ressortir du Bayern, il va peser 120 kilos.
D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue entre le Barça et Ousmane Dembélé pour clarifier la situation. La situation. Et d'ailleurs, le Barça qui a fait un match très très poussif contre qui il jouait hier contre Alaves. Alaves, absolument. Alaves qui a failli marquer plusieurs fois. Alaves 19e au classement. Ouais, absolument. Et c'était un match très poussif. Ouais. Et puis il y a eu un but donc de Jong, justement, Frenkie de Jong, sur d'ailleurs un service de Ferran Torres, quand même, qui a fait un match vraiment très très moyen, excepté cette passe là. En fait, il n'y a pas grand chose de Ferran Torres, mais d'ailleurs il n'y a pas grand chose de grand monde en fait, à vrai dire, hein. Au Barça, très honnêtement, moi j'ai regardé une bonne partie du match et c'était très. Le Barça a fait du Barça, de la possession, 75% de possession de balle, sans être clinique devant. C'était compliqué effectivement pour le Barça. C'est compliqué. Donc voilà, le Real qui fait 2-2, l'Atlético qui fait une remontada folle, et le FC Séville. Vous avez vu un peu le but de Papu Gomez? Ouais. Magnifique. Oh là. Et c'est pas son beau pied. Hein. Il met une espèce de praline. Il est droitier. Magnifique. Franchement, Séville accroché, et heureusement que Papu Gomez marque, parce que c'était compliqué. Le Celta qui menait 2-0 face à Séville, qui s'est réveillé aussi en fin de deuxième mi-temps. Séville qui reste quand même deuxième au classement, mais qui perd des points face au Real. Messieurs, on va s'arrêter là, un peu en retard, parce qu'on aime bien parler ballon rond, on aime bien parler football, vous nous connaissez, c'est normal, tout va bien. Merci à tous en tout cas. Merci Joël d'avoir pris un peu de temps pour participer à la 93e. Ça nous a fait énormément avec plaisir. Hein. Tu reviens quand tu veux. Vivement la Ligue des Champions. Hein. Ah ouais, vivement la Ligue des Champions. Tu parce que là, on va se taper. On se tape combien de week-ends de trêve internationale? Une ou deux? Un ou deux? 2-0 pour le Cameroun. Hein. Un week-end. Ouais, 2-0 pour le Cameroun. 2-0 pour un week-end. Ça c'est bien déjà, parce que voilà. 2 c'est long. Hein. Il y en a le Coupe de France, il me semble. Mais peut-être qu'on fera à ce moment-là le quiz. Quiz de la 93e. On verra. Ouais, par contre, est-ce qu'on peut prévenir avant quelle écharpe on offre? Parce que je suis pas sûr de le faire. Allez, on fera ça. On fera ça. Ça marche, pas de souci. Mehdi, Ludo, Kevin, merci encore à vous d'avoir participé. Vous êtes des piliers maintenant de la 93e. Surtout Mehdi qui est le mur qui ne tombe jamais, qui est toujours présent. C'est un mur bien connu chez nous. Ah ouais. Une fois. Une fois, ouais. Non, pas toujours. Je suis tombé une ou deux fois cette année. C'est vrai. Alors, messieurs, le Covid m'a eu un moment. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous dans les commentaires aussi de nous avoir suivis. Passez une très belle semaine. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars. Ciao.